Elle a saigné pendant la nuit de noces. Il l'a serrée dans ses bras, comme s'il savait que leur amour ne survivrait pas à ce qui allait suivre. Ce qui semblait être un commencement s'est transformé en une plongée dans un passé que personne ne voulait déterrer. La lune de miel n'était pas une célébration, c'était un nouveau départ, et aussi secrètement un adieu. Sophie avait choisi le domaine Saint-Benoît, au cœur des montagnes de Provence, comme on choisit une cachette. Il n'y avait pas d'hôtel de luxe, ni de banquet ou d'invités, seulement une maison coloniale de pierre et de bois, silencieuse parmi les vignobles centenaires, d'où l'on pouvait voir la vallée comme si elle était également suspendue dans le temps. Les montagnes au loin semblaient enlacer ce coin du monde, le protégeant des regards curieux et des langues acérées qui les avaient tant poursuivis depuis qu'ils avaient décidé d'être ensemble. Thomas, quant à lui, croyait que cet isolement était une fuite de la presse à sensation de Montpellier, des parents scandalisés par le mariage, des règles sociales rigides qu'ils avaient de violer en choisissant l'amour plutôt que les convenances. Mais pour Sophie, c'était plus que cela. C'était l'endroit où elle pourrait peut-être, pour la première fois de sa vie adulte, respirer sans crainte d'être touchée, sans crainte que les mains qui la caressaient n'apportent avec elles les ombres d'un passé qu'elle essayait d'oublier depuis si longtemps. La propriété des Duval avait connu des jours de gloire. Des générations de la famille avaient cultivé non seulement les raisins qui produisaient le vin le plus célébré de la région, mais aussi une tradition catholique profonde qui se manifestait dans la chapelle du XVIIIe siècle, érigée au cœur du domaine. C'était là, parmi les saints de bois sculptés et les fresques décolorées par le temps, que leur histoire avait commencé sous l'ombre du sacré. Sophie avait été engagée comme restauratrice d'art sacré pour récupérer les peintures qui ornaient les murs de la chapelle de la famille Duval, plongée dans l'abandon depuis la mort tragique du fils aîné, Laurent, 3 ans plus tôt. Le travail était délicat, minutieux, presque chirurgical. Chaque coup de pinceau devait être retiré avec soin pour révéler les couleurs originales en dessous, comme si l'on pelait une blessure ancienne en espérant trouver une nouvelle peau. Thomas, architecte diplômé de l'université de Montpellier et héritier réticent d'une dynastie viticole en déclin financier, passait des journées entières à l'observer travailler. Elle était silencieuse, méticuleuse, plongeant dans les détails comme quelqu'un qui touche des plaies ouvertes du bout des doigts. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans la façon dont elle maniait les pinceaux, comme si chaque mouvement était une prière murmurée, comme si elle conversait avec les saints peints sur les murs dans un langage que seuls eux deux connaissaient. Il se sentait attiré par elle, pas seulement pour sa beauté. Bien que Sophie fût belle à sa manière discrète, avec ses cheveux châtains toujours attachés en un chignon bas, ses yeux verts intenses qui semblaient regarder les secrets du monde entier. Mais pour quelque chose de plus raréfié et troublant. La façon dont elle semblait exister sur une autre fréquence, comme si elle connaissait des secrets que le monde avait déjà oubliés, comme si elle portait en elle une douleur ancienne qui la rendait à la fois fragile et incassable. Pendant des semaines, les seuls mots échangés entre eux concernèrent le travail. Sophie expliquait les techniques de restauration avec la patience d'une enseignante dévouée, parlait de l'histoire de l'art sacré dans la France coloniale, des pigments utilisés par les artistes du XVIIIe siècle. Thomas feignait de s'intéresser aux détails techniques, mais en réalité, il était fasciné par la façon dont ses lèvres bougeaient lorsqu'elle parlait, par la concentration absolue sur son visage lorsqu'elle travaillait, par la délicatesse avec laquelle elle traitait chaque sein comme s'il s'agissait d'une personne chère qui avait besoin de soins. Le désir entre eux naquit lentement, mais sûrement. Le genre d'attraction qui ne crie pas mais murmure, et pour cette raison blesse plus profondément, pénètre dans les os et s'y installe comme une fièvre légère qui ne passe jamais complètement. C'était une tension presque tangible, qui s'étendait dans l'air de la chapelle comme l'odeur d'encens ancien, un courant électrique qui s'activait chaque fois que leurs mains se touchaient par hasard, chaque fois qu'il se penchait par-dessus son épaule pour mieux voir le travail et sentait le parfum doux de lavande qu'elle portait. Mais Thomas était fiancé à Gabrielle Fontaine, fille d'un homme d'affaires de l'agroalimentaire et petite-fille d'un sénateur influent. C'était un accord tacite entre familles traditionnelles pour sauver financièrement la propriété des Duval, un mariage de convenance déguisé,
en romance qui serait célébrée en grande pompe à la cathédrale de Montpellier, avec 600 invités et une couverture médiatique. Gabrielle était tout ce qu'on attendait d'une épouse de l'élite provençale, élégante, bien éduquée, avec un master en administration obtenu en Europe, habile dans les arts de la conversation sociale et parfaitement consciente de son rôle en tant que future matriarche d'une famille traditionnelle. Sophie, quant à elle, était l'antithèse de cette réalité dorée. Élevée par des religieuses à l'orphelinat Sainte-Claire à Saint-Michel, après avoir été laissée aux portes de l'institution encore bébé, avec seulement une note qui disait « Prenez soin d'elle comme si elle était votre fille ». Elle avait grandi entre prières matinales, travaux domestiques lourds et une éducation rigide qui mélangeait catéchisme et discipline militaire. Elle était timide par nature et par entraînement, disciplinée jusque dans les moindres gestes, silencieuse par habitude et par peur. Mais il y avait en elle un incendie contenu, une passion pour l'art et la beauté que les religieuses n'avaient jamais réussi à réprimer complètement. Depuis l'enfance, elle dessinait dans les marges des livres de prière, sculptait de petits saints dans le savon qu'elles utilisaient pour laver les vêtements, mélangeait les peintures qu'elle faisait pour peindre les murs de la chapelle de l'orphelinat. C'est sœur Bénédicte, une Française âgée qui était arrivée en Provence dans les années 60, avec la mission d'éduquer les filles orphelines, qui reconnut le talent de Sophie et insista pour qu'elle étudie l'art. Avec une bourse, obtenue grâce à l'influence des prêtres amis de la congrégation, Sophie étudia la restauration à l'École des Beaux-Arts de l'Université de Montpellier, où elle devint l'une des meilleures élèves de sa promotion. Mais la vie en dehors de l'orphelinat fut un choc brutal. Elle ne savait pas comment établir des relations avec des personnes de son âge, ne comprenait pas les plaisanteries et blagues que ses camarades faisaient, se sentait constamment inadéquate, comme si elle parlait une langue légèrement différente de celle que tous les autres parlaient. Quand elle obtint son diplôme à 25 ans, Sophie avait déjà construit une réputation solide dans la restauration d'art sacré. Des églises historiques de toute la région sollicitaient ses services, et elle travaillait avec le dévouement silencieux de quelqu'un qui avait trouvé dans l'art non seulement une profession, mais une forme de prière. Chaque saint qu'elle restaurait était comme une conversation intime avec le divin. Chaque fresque récupérée était une petite victoire contre le temps et l'oubli. C'est grâce au Père Jacques, curé de l'église du Rosaire à Saint-Michel, qu'elle reçut l'invitation à travailler dans la chapelle des Duval. Le travail payait bien, beaucoup mieux qu'elle n'en avait l'habitude, et la perspective de passer quelques mois isolée dans le domaine, loin des complications de la vie en ville, lui sembla presque une bénédiction. Elle n'imaginait pas que ces mois changeraient complètement le cours de sa vie. Thomas sentit la chaleur de cet incendie contenu avant même de réaliser qu'il était déjà en flammes. Au début, il essaya de garder ses distances, de se rappeler ses obligations, les fiançailles, la responsabilité envers la famille. Mais c'était comme essayer de ne pas respirer, impossible pendant longtemps. Il commença à inventer des excuses pour passer plus de temps dans la chapelle, posait des questions sur des détails du travail qu'il n'avait pas besoin de connaître, offrait une aide dont elle n'avait pas besoin. Et Sophie, malgré toute sa timidité et sa discipline, commença à attendre ces moments. Son cœur s'accélérait quand elle entendait les pas de Thomas s'approcher de la nef de la chapelle, et elle devait faire un effort conscient pour garder les mains fermes pendant qu'elle travaillait. Il y avait quelque chose dans sa voix grave, dans la façon respectueuse dont il s'adressait à elle, dans l'intérêt sincère qu'il manifestait pour son travail, qui la faisait se sentir vue et valorisée d'une manière totalement nouvelle. Les premiers mois passèrent dans cette danse prudente, dans cette approche lente et respectueuse qui rappelait les rituels de cour des temps anciens. Il parlait d'art, d'histoire, des saints et de leurs légendes. Thomas racontait des histoires de famille, de son frère Laurent qui était mort si jeune, des grands-parents qui avaient construit la propriété de leurs propres mains. Sophie parlait peu d'elle-même, mais peu à peu elle s'ouvrit, racontant sa vie à l'orphelinat, les religieuses qui l'avaient élevée, la découverte de sa vocation artistique. C'est par un après-midi de décembre, quand la chaleur provençale semblait faire fondre jusqu'aux pierres centenaires de la chapelle, que le premier baiser eut lieu. Sophie était en haut d'une échelle travaillant sur un détail de la peinture du plafond quand elle perdit l'équilibre.
Thomas l'attrapa dans sa chute et pendant un moment, ils restèrent là, collés l'un à l'autre, respirant le même air, sentant le même cœur accéléré, se regardant dans les yeux comme s'ils se voyaient pour la première fois. Le baiser fut inévitable, doux et désespéré à la fois, rempli de toute la tension accumulée durant ces mois de désir contenu. Quand ils se séparèrent, Sophie tremblait, non pas de peur, mais d'une émotion si intense qu'elle semblait physique, comme si toutes les terminaisons nerveuses de son corps s'étaient réveillées d'un coup. À partir de ce jour, tout changea. La relation entre eux s'épanouit comme les vignes au printemps, forte et rapide, alimentée par une passion qui semblait avoir sa propre vie. Ils se rencontrèrent dans la chapelle, après que tous les employés du domaine étaient partis, conversaient, pendant des heures, parmi les saints et les bougies, découvraient l'un chez l'autre une affinité qui allait bien au-delà de l'attraction physique. Thomas découvrit en Sophie une intelligence raffinée, une sensibilité artistique qui le touchait profondément, une pureté qui n'avait rien à voir avec la naïveté et tout à voir avec l'intégrité. Sophie découvrit en Thomas un homme gentil et respectueux, quelqu'un qui l'écoutait vraiment, qui valorisait ses opinions, qui la faisait se sentir entière et désirée sans faire pression ou exiger plus qu'elle n'était prête à donner. Mais le poids de la réalité s'imposa bientôt entre eux comme une ombre. Thomas était fiancé, il avait des obligations familiales, une position sociale à maintenir. Le mariage avec Gabrielle était prévu pour mars, les invitations avaient déjà été envoyées, les contrats signés. L'union des deux familles sauverait le domaine de la faillite, garantirait l'avenir de la propriété qui appartenait aux Duval depuis des siècles, et Sophie savait quelle était sa place dans cette histoire. Elle était la restauratrice engagée, l'orpheline qui n'avait ni famille ni position sociale, la femme qui devait disparaître discrètement quand le travail serait terminé, laissant tout comme c'était avant son arrivée. C'est ce qui arrivait. Toujours dans sa vie, elle réparait, prenait soin, restaurait, puis continuait son chemin seule. Mais l'amour ne comprend pas les convenances sociales ou les obligations familiales. L'amour ne demande pas la permission d'arriver et ne respecte ni les calendriers ni les contrats préalablement signés. Et ce qui grandissait entre Thomas et Sophie était plus grand que d'eux, plus fort que les conventions, plus vrai que tout engagement pris sans le cœur. Ce fut lors d'une nuit de janvier, quand la pluie d'hiver tambourinait sur le toit de la chapelle, créant une symphonie intime autour d'eux, que Thomas prit la décision qui changerait tout. Il tint les mains de Sophie entre les siennes, la regarda dans les yeux verts avec tout le sérieux du monde, et prononça les mots qu'elle n'avait jamais imaginé entendre de quelqu'un. « Je t'aime, Sophie. Je t'aime d'une façon que je ne savais même pas possible. Et je ne peux plus faire semblant que ce sentiment n'existe pas. Je ne peux plus vivre un mensonge, juste pour satisfaire les attentes des autres. Je veux être avec toi. Je veux construire une vie à tes côtés. Je me fiche de l'argent, de la position sociale, de ce qu'ils vont dire. Je me soucie seulement de toi. » Sophie pleura cette nuit-là. Elle pleura de joie, de peur, de soulagement, de toutes les émotions qu'elle avait gardées dans sa poitrine pendant si longtemps. Et pour la première fois de sa vie, elle s'autorisa à croire qu'elle méritait d'être aimée, qu'elle méritait d'être heureuse, qu'elle méritait d'avoir quelqu'un qui la choisissait par-dessus tout et tous, défiant tous les liens familiaux, toutes les attentes sociales, tous les contrats et accords préalablement établis. Thomas rompit les fiançailles lors d'une conversation tendue et douloureuse avec Gabrielle et les deux familles. Il n'y eut pas de cris ni de scandale, seulement une déception froide et tranchante, un sentiment de trahison qui se répandit parmi les membres de l'élite provençale comme une tache d'huile sur l'eau. Les parents de Thomas étaient furieux. Madame Hélène, sa mère, une dame élégante et traditionnellement catholique, pleura pendant des jours, répétant qu'il détruisait tout ce pour quoi la famille avait travaillé. Son père, M. Antoine Duval, avocat respecté à Montpellier, menaça de déshériter son fils, de couper toute relation, de le laisser sans rien. Mais Thomas était déterminé. À 32 ans, pour la première fois de sa vie, il faisait un choix basé uniquement sur ce qu'il ressentait dans son cœur, non sur ce qu'on attendait de lui ou sur ce qui serait plus commode pour tous les autres. Le mariage eut lieu lors d'une cérémonie petite et intime à l'église du Rosaire à Saint-Michel, avec la bénédiction du père Jacques, qui connaissait Sophie depuis l'enfance et avait suivi toute sa trajectoire. Il n'y eut ni banquet, ni liste de cadeaux, ni lune de miel exotique, seulement une promesse dite avec les yeux qu'il recommencerait à zéro,
que rien ne les séparerait plus, qu'ils construiraient ensemble. Une vie basée sur l'amour véritable. Les quelques invités étaient des personnes simples. Quelques religieuses de l'orphelinat où Sophie avait grandi, des collègues de profession, quelques employés anciens du domaine qui s'étaient attachés au couple. Du côté de Thomas, seuls 2 cousins éloignés eurent le courage de venir, défiant le boycott familial. Sophie portait une robe simple en soie écrue, sans voile ni traîne, qu'elle avait elle-même choisie dans une boutique modeste du centre historique de Saint-Michel. Thomas portait un costume bleu marine qui avait appartenu à son grand-père, une façon de maintenir une connexion avec la tradition familiale, même en étant rejeté par elle. Lorsqu'ils échangèrent les alliances, les mains des 2 tremblaient, non pas de nervosité mais d'émotion pure. C'était comme s'ils étaient finalement là où ils devaient être, comme si tout le chemin parcouru jusqu'ici n'avait été qu'une préparation pour ce moment d'union véritable. Mais lors de la nuit de noces, au domaine Saint-Benoît, que Thomas avait loué pour la lune de miel, la promesse se brisa d'une façon qu'aucun des 2 n'aurait pu prévoir. La maison était parfaite pour un nouveau départ, spacieuse, aérée, avec des fenêtres qui donnaient sur les vignobles et une terrasse où l'on pouvait rester des heures à contempler les montagnes. Ils dînèrent à la lueur des bougies, parlèrent de leurs projets d'avenir, des projets qu'ils voulaient développer ensemble. Thomas parlait de transformer une partie de la propriété familiale en centre culturel, où Sophie pourrait avoir son propre atelier de restauration. Elle parlait de la possibilité de donner des cours, de transmettre les connaissances qu'elle avait acquises au fil des ans. Quand ils montèrent finalement dans la chambre, le silence entre eux semblait sacré. Thomas fut délicat, respectueux, attentif à chacune de ses réactions. Sophie était nerveuse, c'était la première fois pour elle, malgré ses 28 ans, mais aussi anxieuse, pleine d'amour et de désir pour cet homme qui avait complètement changé sa vie. Les premiers moments furent parfaits, les caresses douces, les baisers lents, la découverte graduelle du corps de l'autre. Sophie se donna complètement, sans peur, sans réserve, se sentant enfin libre d'aimer et d'être aimée. Mais quand ils consommèrent l'union, quand Thomas déshabilla Sophie pour la première fois et la vit complètement nue à la douce lumière de la lampe, quelque chose d'étrange se produisit. Après les premiers gestes d'amour, après le moment intime et sacré qui aurait dû sceller à jamais leur union, il vit le sang. Ce n'était pas le sang de la virginité, auquel il s'attendait et était préparé à recevoir avec tendresse et patience. C'était différent, sombre, épais, inattendu, en quantité qui effraya les 2. Le drap blanc fut taché comme si une vieille blessure s'était ouverte, comme si le corps de Sophie gardait une douleur physique dont elle n'avait jamais parlé. Le silence qui suivit fut dense, chargé d'une tension complètement différente de celle qui les avait unis. Thomas regarda Sophie avec inquiétude, avec peur de l'avoir blessée, avec une agitation qu'il ne pouvait pas expliquer. Sophie le regarda avec la douleur de quelqu'un qui savait que ce moment arriverait, de quelqu'un qui avait attendu et craint cette révélation pendant tout le temps où ils avaient été ensemble. Et alors, sans pleurs, mais avec une voix qui semblait venir de très loin, elle raconta. Des années auparavant, encore adolescente à l'orphelinat Sainte-Claire, Sophie avait été violée par Père Auguste, un religieux visiteur qui était arrivé de Paris avec des références impeccables et la mission d'évaluer les conditions spirituelles de l'institution. Il avait une voix douce et des mains froides, un sourire paternel qui trompait même les religieuses les plus expérimentées, et une façon de parler de foi et de pureté qui hypnotisait les filles orphelines en manque d'affection paternelle. Sophie avait 15 ans quand cela arriva pour la première fois. C'était une fille calme, obéissante, qui se distinguait dans les études et les travaux manuels. Père Auguste l'appela pour des conversations particulières, sous prétexte d'orientation vocationnelle, dit qu'elle avait le potentiel pour suivre la vie religieuse, que Dieu lui avait donné des talents spéciaux qui devaient être cultivés avec soin et dévouement. Les séances commencèrent innocemment. Il parlait d'art, des saints, de l'histoire de l'Église. Père Auguste apportait des livres de Rome, montrait des reproductions d'œuvres d'art sacrées, parlait des grands artistes qui avaient consacré leur vie à glorifier Dieu à travers la beauté. Sophie se sentait spéciale, choisie, comme si, finalement, quelqu'un avait reconnu ce qu'elle ressentait en elle, mais ne savait pas nommer.
Mais progressivement, les conversations prirent une autre tournure. Père Auguste commença à parler du corps comme temple sacré, de l'importance de connaître profondément la création divine pour mieux la représenter dans l'art. Il parlait des saints martyrs, de la façon dont la souffrance purifiait l'âme, de la façon dont certaines personnes étaient choisies par Dieu pour passer par des épreuves spéciales qui les rapprocheraient de la sainteté. Quand les touchés commencèrent, déguisés en bénédictions et prières, Sophie fut confuse. Père Auguste expliquait que cela faisait partie de son éducation spirituelle, que c'était une façon de comprendre les mystères sacrés, que certaines filles spéciales devaient passer par cette préparation pour devenir de véritables servantes de Dieu. Elle était très jeune, très isolée du monde, trop désespérée d'affection et de reconnaissance pour remettre en question les paroles d'un homme qui représentait l'autorité suprême dans sa vie. Les religieuses lui avaient appris à obéir sans questionner, à accepter les desseins divins, même quand elle ne les comprenait pas, à faire confiance à la sagesse des supérieurs hiérarchiques. La violence eut lieu un jeudi après-midi, dans la bibliothèque de l'orphelinat, pendant que les autres filles étaient en cours de broderie. Père Auguste dit qu'il était temps pour Sophie de comprendre complètement les mystères sacrés, que Dieu avait choisi ce moment pour lui révéler des vérités que seules les âmes pures pouvaient recevoir. Sophie tenta de résister quand elle comprit ce qui se passait, mais il était fort, déterminé, et avait tous les mots justes pour la confondre, pour lui faire sentir coupable de résister à la volonté divine, de remettre en question l'autorité d'un homme saint. Cantia. Ce fut terminé quand elle saignait et tremblait sur le sol de la bibliothèque. Père Auguste s'agenouilla à côté d'elle et pria. Il pria comme si rien ne s'était passé, comme si cela faisait partie d'un rituel sacré, comme si la douleur et le sang de Sophie étaient des offrandes acceptables à Dieu. Et puis il expliqua, avec la même voix douce que toujours, que c'était un secret sacré entre eux et Dieu, que si elle le racontait à quelqu'un, elle commettrait un sacrilège, trahirait la confiance divine, condamnerait son âme à la damnation éternelle, que les autres personnes ne comprendraient pas, parce qu'elle n'avait pas été choisie comme elle l'avait été, parce qu'elle n'avait pas la pureté nécessaire pour recevoir ces révélations spéciales. Sophie crut. C'était une fille, de 15 ans, élevée pour obéir et faire confiance à l'autorité religieuse, désespérée de se sentir spéciale et aimée. Elle crut qu'elle avait été choisie, que cela faisait partie d'un plan divin qu'elle ne pouvait pas comprendre, mais qu'elle devait accepter avec foi et soumission. L'abus continua pendant des mois, toujours dans la bibliothèque, toujours les jeudis après-midi, toujours accompagnée des mêmes prières et explications théologiques. Sophie apprit à se déconnecter de son propre corps pendant les rencontres, à envoyer son esprit ailleurs, vers les fresques du plafond de la chapelle, vers les livres d'art que Père Auguste lui avait montrés, vers n'importe quel endroit qui n'était pas là. Elle commença à faire des cauchemars, à avoir des douleurs inexplicables, des saignements entre les menstruations. Mais quand elle essaya de parler à sœur Bénédicte des symptômes physiques, sans mentionner la cause, la religieuse plus âgée dit simplement que c'était normal, que certaines filles passaient par des difficultés pendant l'adolescence, qu'elles devaient prier davantage et faire confiance à la volonté de Dieu. La fin arriva brusquement. Père Auguste fut transféré soudainement à une paroisse dans le sud de la France, sans explication, au milieu d'une semaine quelconque. Il fit ses adieux à Sophie comme un père affectueux quittant une fille chérie, promit qu'il prierait pour elle tous les jours, qu'il n'oublierait jamais l'âme pure et spéciale que Dieu avait mise sur son chemin. Sophie se sentit perdue sans les rencontres. Aussi terrible que fût ce qui se passait dans la bibliothèque, c'était aussi le seul moment où elle se sentait spéciale, choisie, différente des autres filles. L'absence de Père Auguste laissa un vide étrange, une solitude encore plus profonde que celle qu'elle ressentait avant. Ce n'est que des années plus tard, quand elle commença à étudier à l'université et eut accès à des informations sur les abus sexuels, que Sophie comprit ce qui lui était réellement arrivé. La révélation vint comme un tremblement de terre, ébranlant toutes les structures de sa foi, de son identité, de la façon dont elle comprenait son propre passé. Yonam, culpabilité fut dévastatrice. Comment avait-elle pu être si naïve? Comment n'avait-elle pas compris qu'elle était manipulée et abusée? Comment avait-elle pu croire ces explications absurdes
sur les révélations divines et les âmes pures. La honte se mêlait à la colère se transformait en dépression, la dépression se manifestait en cauchemars récurrents et crise de panique dans les situations intimes. Elle essaya plusieurs fois de chercher de l'aide psychologique, mais les thérapeutes ne semblaient pas comprendre la complexité du traumatisme religieux, la façon dont la foi avait été utilisée comme une arme contre elle, comment les mots mêmes qui devaient apporter du réconfort s'étaient transformés en instruments de torture psychologique. L'affaire avait été dissimulée par l'Église. À l'âge adulte, Sophie tenta d'enquêter sur ce qui était arrivé à Père Auguste après son transfert, mais ne trouva que silence, registre modifié, une conspiration bien organisée pour protéger la réputation de l'institution. Elle découvrit qu'elle n'avait pas été la seule, qu'il y avait d'autres filles, dans d'autres orphelinats, d'autres paroisses, d'autres diocèses. Mais elle découvrit aussi que dénoncer serait inutile. Père Auguste était bien protégé. Il avait gravi les échelons de la hiérarchie ecclésiastique, était devenu une figure respectée et influente. Il avait des parrains puissants, des avocats expérimentés, un réseau de protection qui rendait toute accusation facilement discréditée. Sophie apprit à se taire, à accepter, à feindre la pureté tout en portant en elle une blessure qui ne guérit jamais complètement. Elle se camouflait sous la discipline obsessionnelle du travail, sous le dévouement presque fanatique à la restauration d'art sacré, comme si chaque saint qu'elle sauvait de la détérioration était une petite vengeance contre le mal qui avait été commis au nom de Dieu. La blessure physique avait mal cicatrisé. Les médecins qu'elle avait consultés discrètement au fil des ans expliquèrent que le traumatisme avait causé des adhérences internes, de petites lésions qui se manifestaient par des saignements occasionnels, surtout dans des situations de stress émotionnel ou d'intimité physique. C'est pour cela qu'elle n'avait jamais eu de relation sérieuse avec un homme. Chaque fois que quelqu'un s'approchait trop, que la situation menaçait d'évoluer vers l'intimité physique, les souvenirs revenaient comme une avalanche. La peur s'installait comme un bloc de glace dans la poitrine et elle fuyait. Thomas était différent. Avec lui pour la première fois, elle s'était sentie suffisamment en sécurité pour essayer. L'amour qu'elle ressentait pour lui semblait plus grand que la peur, plus fort que les mauvais souvenirs. Mais le corps a sa propre mémoire, ses propres mécanismes de défense, et réagit à l'intimité de la seule façon qu'il connaissait, en saignant. Quand elle eut fini de raconter, la voix de Sophie n'était plus qu'un murmure rauque. Thomas avait tout écouté sans respirer, assis au bord du lit, tenant ses mains entre les siennes comme si c'étaient des morceaux de cristal, qui pourrait se briser à tout moment. Le silence qui suivit fut dense comme du plomb fondu. Thomas regardait la femme qu'il aimait et ressentait un mélange dévastateur de tendresse, de colère, de douleur et d'impuissance. Tendresse pour son courage de lui faire confiance avec cette terrible vérité. Colère contre le monstre qui avait détruit l'enfance et la foi d'une fille innocente. Douleur de savoir qu'elle avait porté ce poids seule pendant si longtemps. Impuissance de ne pas pouvoir remonter le temps et la protéger, de ne pas pouvoir effacer ses souvenirs, de ne pas pouvoir faire en sorte que rien de tout cela ne soit arrivé. Et alors il l'étreignit, une étreinte dense, pleine de deuil et de tendresse, pleine de promesses silencieuses de protection et de soins, mais aussi d'une nouvelle douleur, celle d'avoir été tenu à l'écart de cette vérité pendant tout le temps qu'ils avaient été, ensemble, de comprendre que la femme qu'il aimait était aussi une étrangère, quelqu'un qui portait en elle une histoire qu'il n'avait jamais imaginée, des traumatismes qu'il ne savait pas comment guérir. Ils ne firent pas l'amour cette nuit-là, ni les suivantes. Ils restèrent simplement enlacés, parlant doucement, essayant de reconstruire l'intimité sur de nouvelles bases, avec des cartes ouvertes sur la table, sans secrets entre eux. Thomas fut délicat, patient, respectueux. Il ne posa pas de questions auxquelles elle n'était pas prête à répondre, n'insista pas sur des détails qui auraient pu rouvrir des blessures encore sensibles. Mais il ne put pas non plus cacher complètement l'impact que cette révélation avait eu sur lui. Dans les jours qui suivirent, alors qu'ils étaient encore au domaine Saint-Benoît, l'intimité entre eux oscillait entre tendresse et étrangeté. Ils conversaient pendant des heures, marchaient main dans la main parmi les vignobles, dînaient à la lueur des bougies comme un couple normal en lune de miel. Mais il y avait une nouvelle tension dans l'air, une fragilité qui n'existait pas avant. Sophie se demandait constamment s'il la désirait encore
ou s'il avait seulement pitié d'elle, s'il la regardait comme une femme ou comme une victime, si l'amour qu'il ressentait pour elle était assez fort pour supporter le poids de cette vérité, ou s'il serait progressivement corrodé par la complexité du traumatisme qu'elle portait. Thomas, quant à lui, plongea dans un silence dense, mu par quelque chose qu'il ne savait même pas nommer. C'était comme si la révélation de Sophie avait ouvert une porte dans son esprit vers des questionnements qu'il ne s'était jamais permis de faire. Sur l'Église, sur la foi, sur les institutions dans lesquelles il avait été élevé pour avoir une confiance aveugle. Il commença à se souvenir de choses étranges de sa propre enfance, des commentaires murmurés entre les adultes, des conversations qui étaient interrompues quand les enfants s'approchaient, un air de mystère et d'inconfort qui planait parfois sur les réunions familiales. Et il commença à se souvenir de son frère Laurent. Laurent était 3 ans plus jeune que Thomas, mais avait toujours été le plus questionneur des deux, le plus rebelle, celui qui posait des questions gênantes et n'était pas satisfait des réponses évasives. Il étudiait le journalisme à l'université de Montpellier, avait des projets de se spécialiser dans le journalisme d'investigation, rêvait de travailler dans de grands médias exposant la corruption et les injustices. Dans les derniers mois, avant de mourir, Laurent était devenu étrange, agité, obsédé par un projet journalistique qu'il gardait dans le plus grand secret. Il passait des heures à faire des recherches sur Internet, faisait des appels mystérieux, sortait de la maison sans dire où il allait et revenait avec une expression tendue et préoccupée. Quand Thomas demandait ce qui se passait, Laurent disait simplement qu'il travaillait sur un article important, quelque chose qui pourrait changer beaucoup de choses, mais qu'il était encore trop tôt pour en parler. Il avait besoin de plus de preuves, plus de témoins, plus de confirmations, avant de rendre quoi que ce soit public. La mort avait été officiellement classée comme un accident. Laurent conduisait seul sur une route de montagne, une nuit pluvieuse, quand la voiture sortit de la route et plongea dans un ravin. Le corps fut retrouvé 2 jours plus tard, avec les débris du véhicule. Les autorités conclurent qu'il avait dû s'endormir au volant ou perdre le contrôle en raison des conditions de la route. Mais il y avait toujours eu quelque chose qui dérangeait Thomas dans cette explication. Laurent était un conducteur prudent, connaissait cette route comme sa poche, et n'avait pas l'habitude de conduire au milieu de la nuit. Que faisait-il sur cette route, à cette heure, seul? Maintenant, après la révélation de Sophie, Thomas commença à se demander si la mort de son frère était vraiment accidentelle. Si l'article que Laurent enquêtait avait un rapport avec l'Église, avec des cas d'abus, avec le même réseau de silence et de dissimulation qui avait protégé Père Auguste. C'est avec cette inquiétude croissante que Thomas commença à fouiller dans les affaires de son frère qui étaient encore gardées dans le grenier de la maison familiale. Les parents avaient tout préservé comme une sorte de sanctuaire, mais n'avaient jamais permis à personne de toucher aux papiers et documents de Laurent. Thomas monta au grenier un après-midi où les parents étaient sortis, emportant avec lui une anxiété qui grandissait à chaque marche de l'escalier. La chambre de Laurent était exactement comme il l'avait laissée, des livres de journalisme éparpillés sur le bureau, des coupures de journal collées au mur, un vieil ordinateur qui ne fonctionnait plus. Il commença à examiner systématiquement chaque papier, chaque note, chaque fichier. La plupart étaient des travaux de la faculté, des brouillons d'articles sur des sujets ordinaires, des notes de cours. Mais au fond d'un tiroir caché derrière une pile de magazines, Thomas trouva un dossier marqué seulement d'un symbole qu'il reconnut, le blason de l'archidiocèse de Montpellier. Dans le dossier, il y avait des dizaines de documents imprimés, d'Internet, des coupures de journaux, des notes manuscrites dans une calligraphie urgente et nerveuse qu'il reconnut comme étant celle de Laurent, et une lettre inachevée datée de seulement 2 semaines avant la mort de son frère. La lettre était adressée au rédacteur en chef d'un grand journal de Paris et commençait ainsi « J'écris pour dénoncer un réseau d'abus sexuels et de dissimulation qui s'étend sur plusieurs diocèses de la région Provence. J'ai en main des témoignages d'au moins 12 victimes, des documents qui prouvent des transferts suspects de prêtres accusés et des preuves que la hiérarchie ecclésiastique non seulement connaissait les cas, mais a activement travaillé pour faire taire les victimes. Le reste de la lettre était raturé, réécrit plusieurs fois, comme si Laurent luttait pour trouver les mots justes, pour organiser les informations de manière à ce qu'elles sonnent convaincantes
et pas seulement comme des accusations infondées d'un jeune journaliste inexpérimenté. Mais une phrase surlignée en jaune sautait aux yeux. Ce qu'il cache sous la foi tuera quelqu'un, ou a déjà tué. Thomas sentit un frisson parcourir son échine en lisant ces mots. C'était comme si Laurent avait prédit sa propre mort, comme s'il savait qu'il jouait avec des forces dangereuses, des personnes prêtes à tout pour protéger leurs secrets. Il continua à fouiller dans les papiers et trouva une liste de noms, tous des prêtres ou des évêques, avec des annotations à côté de chacun. Certains noms étaient entourés en rouge, d'autres avaient des points d'interrogation, d'autres encore étaient barrés d'un trait épais. Et en haut de la liste, mise en évidence par un rectangle dessiné à la main, se trouvait le nom qui fit s'arrêter le cœur de Thomas pendant un moment. Père Auguste Mercier, évêque auxiliaire de Paris, candidat au cardinalat. C'était lui. L'homme qui avait abusé de Sophie non seulement était vivant et bien portant, mais avait été promu dans la hiérarchie de l'Église. Il était maintenant évêque, avec une influence politique considérable, et était pressenti pour devenir cardinal, l'une des positions les plus élevées de la structure ecclésiastique française. Thomas continua à lire les documents de Laurent et découvrit que Père Auguste avait laissé une traînée de victimes partout où il était passé. Des filles orphelines, de jeunes séminaristes, des femmes vulnérables dans des situations de conseil spirituel. Toujours le même schéma, manipulation psychologique utilisant des arguments religieux, isolement des victimes, menaces voilées, de damnation éternelle si elles parlaient. Et toujours la même réponse institutionnelle, transfert discret, registre modifié, témoins réduits au silence, victimes discréditées. Une machine bien huilée de dissimulation qui fonctionnait avec la précision d'une horloge suisse. Laurent avait découvert tout cela. Il avait collecté des preuves, parlé avec des victimes, documenté des cas. Il était prêt à publier un article explosif qui ébranlerait les structures de l'Église catholique en Provence et peut-être dans toute la France. Et puis il mourut dans un accident trop commode pour être une coïncidence. Thomas s'assit sur le sol du grenier, entouré par les papiers de Laurent, et comprit que sa lune de miel était définitivement terminée. Il n'était plus possible de prétendre que Sophie et lui pourraient simplement s'isoler du monde et vivre leur histoire d'amour en paix. Ils étaient connectés à quelque chose de beaucoup plus grand et plus dangereux qu'ils ne l'imaginaient. Le traumatisme de Sophie n'était pas un cas isolé, mais faisait partie d'un schéma systématique d'abus et de dissimulation. Et Laurent était mort en essayant d'exposer cette vérité. Quand il descendit du grenier, Thomas était transformé. L'inquiétude fébrile qu'il ressentait depuis la révélation de Sophie s'était cristallisée en une certitude froide et déterminée. Il savait ce qu'il devait faire. Il trouva ses parents dans le salon, prenant le thé et regardant les informations, de l'après-midi comme il le faisait tous les après-midi depuis des décennies. Madame Hélène remarqua immédiatement que quelque chose avait changé chez son fils aîné. « Thomas, tu es pâle. Est-il arrivé quelque chose ?» Il s'assit dans le fauteuil qui avait été celui de Laurent, regarda ses parents avec un sérieux qu'il n'avait pas vu chez lui depuis l'enfance et dit « Nous devons parler de Laurent, de comment il est vraiment mort et de ce qu'il a découvert avant de mourir. » Le silence qui suivit fut lourd comme du plomb. Monsieur Antoine baissa lentement le journal qu'il lisait et Thomas vit qu'il y avait de la peur dans les yeux de son père. Peur de quoi? De ce qu'il aurait pu découvrir ou de ce qui pourrait arriver si certaines vérités venaient à être révélées. « Mon fils, » dit Madame Hélène d'une voix tremblante, « certaines choses, il vaut mieux les laisser, enterrer. » Laurent s'est mêlé d'affaires dangereuses, a posé des questions qu'il n'aurait pas dû poser, ne commet pas la même erreur. C'était la première fois qu'ils admettaient, même indirectement, que la mort de Laurent n'avait pas été accidentelle. C'était la première fois qu'il reconnaissait qu'il avait découvert quelque chose de trop important, trop dangereux, trop vrai pour être ignoré. Thomas regarda ses parents et comprit qu'ils savaient, peut-être pas les détails, peut-être pas l'étendue complète de la conspiration, mais ils savaient que Laurent était mort à cause de ce qu'il avait découvert, et ils avaient choisi le silence, la sécurité, la préservation de la famille, plutôt que la justice. C'était un choix compréhensible, humain, mais que Thomas ne pouvait plus accepter. Pas après avoir su ce que Sophie avait vécu. Pas après avoir découvert que l'homme qui l'avait traumatisé était non seulement libre, mais récompensé par des promotions et de la reconnaissance.
Il se leva du fauteuil, embrassa le front de ses parents avec une tendresse mélancolique et dit « Laurent était mon frère, Sophie est ma femme. Je ne vais pas laisser la vérité être enterrée avec eux. » Et il quitta la maison sachant qu'il n'y serait peut-être plus le bienvenu pendant longtemps. Thomas retourna au domaine Saint-Benoît avec un sac plein des documents, de Laurent, et une détermination qui brûlait dans sa poitrine comme une braise vive. Sophie remarqua immédiatement le changement en lui. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une nouvelle intensité qui l'effraya et la rassura. En même temps, c'était comme s'il avait enfin trouvé un but, une direction pour canaliser toute la colère et l'impuissance qu'il ressentait depuis la révélation de la nuit de noces. « J'ai trouvé quelque chose que tu dois voir, » dit-il, déversant les papiers sur la table de la cuisine de la maison coloniale. « À propos de l'homme qui t'a fait ça, et à propos de mon frère Laurent. » Sophie s'approcha lentement, comme on s'approche d'un animal blessé qui pourrait attaquer. Ses yeux parcoururent les documents éparpillés, coupures de journaux, notes manuscrites, impressions de sites internet, photographies floues, et puis, elle vit le nom qui la fit reculer comme si elle avait reçu une gifle, Père Auguste Mercier. « Il n'est plus prêtre, » dit Thomas d'une voix qu'il essayait de garder contrôlée. « Maintenant, c'est un évêque auxiliaire de Paris. Et selon ce que Laurent a découvert, il est pressenti pour devenir cardinal. » Les jambes de Sophie faiblirent. Elle s'assit lourdement sur l'une des chaises rustiques de la cuisine, regardant ce nom comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux prêt à attaquer. Pendant toutes ces années, elle avait imaginé qu'il pourrait être mort, retraité, oublié dans un coin obscur de la hiérarchie ecclésiastique. Elle n'avait jamais imaginé qu'il serait non seulement vivant et bien portant, mais prospérant, montant toujours plus haut dans la structure du pouvoir de l'Église. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Tommy. Comment quelqu'un qui a fait ce qu'il a fait peut-il être promu cardinal? Thomas s'assit à côté d'elle et commença à organiser les documents dans une séquence logique, comme s'il assemblait un puzzle macabre. Laurent a découvert que ce n'était pas seulement toi. Il y a des dizaines de cas, Sophie, des filles orphelines, de jeunes séminaristes, des femmes vulnérables qui cherchaient un conseil spirituel. Toujours le même schéma. Il choisissait des personnes vulnérables, isolées, désespérées d'affection ou d'orientation. Il lui montra une liste dactylographiée avec des noms féminins, des âges et des lieux. Certaines n'avaient que des initiales, d'autres avaient des noms complets suivis de notes comme « morte en 1998 »,« suicide » ou « internée en clinique psychiatrique ». Crise religieuse ou partie à l'étranger, adresse inconnue. Laurent a parlé avec au moins 8 d'entre elles, continua Thomas, montrant de petites étoiles dessinées à côté de certains noms. Il a obtenu des témoignages, des détails, des preuves. Il construisait un dossier solide, irréfutable. Sophie prit l'un des témoignages imprimés et commença à lire. C'était l'histoire d'une femme nommée Claudine, qui à 16 ans avait cherché Père Auguste pour des conseils après la mort de ses parents dans un accident de voiture. Le récit était terriblement similaire au sien. Les conversations initiales sur la vocation religieuse, les touchés déguisés en bénédiction, les explications théologiques sur la purification par la souffrance, et finalement l'abus proprement dit, toujours accompagné de prières et de menaces de damnation éternelle si elle en parlait à quelqu'un. Elle s'est suicidée 3 mois après avoir donné son témoignage à Laurent, dit Thomas doucement. La famille a dit que c'était la dépression, mais une amie à elle a raconté à Laurent que Claudine avait commencé à recevoir des appels anonymes, des menaces, des lettres non signées lui disant qu'elle irait en enfer si elle continuait à répandre des mensonges sur un homme saint. Sophie sentit une vague de nausée monter dans sa gorge. Ce n'était pas seulement l'horreur de savoir que d'autres femmes avaient vécu la même chose qu'elle, mais la compréhension qu'il y avait un système organisé pour faire taire les victimes, pour protéger le prédateur, pour garantir qu'il puisse continuer à monter dans la hiérarchie sans que rien ne ternisse sa réputation. « Et Laurent a découvert tout ça ?» demanda-t-elle, feuilletant les documents d'une main tremblante. « Non. Seulement il l'a découvert, mais il était prêt à publier. Regarde ça. » Thomas lui montra un brouillon d'article, journalistique, avec le titre provisoire « Le réseau du silence. Comment l'Église catholique dissimule les cas d'abus sexuels en Provence. » Le texte était presque complet, bien structuré, avec des citations de victimes, des analyses de documents.
officielles, des statistiques sur les transferts suspects de prêtres. Il avait tout, poursuivit Thomas, la voix chargée d'admiration et de tristesse. Des noms, des dates, des lieux, des témoins. Il avait même parlé avec un avocat spécialisé dans les affaires contre l'Église. Il préparait une action civile simultanée à la publication de l'article. Sophie regarda le visage de son mari et y vit un mélange de douleur et de détermination, qui lui fit comprendre immédiatement où cette conversation les menait. « Tu veux continuer son travail, n'est-ce pas ?» Thomas acquiesça lentement. « Je ne peux pas laisser Laurent être mort en vain, et je ne peux pas laisser ce monstre être promu cardinal en sachant ce qu'il t'a fait, à toi et à tant d'autres femmes. »« Thomas, » dit Sophie, serrant ses mains avec force, « tu as entendu ce que tes parents ont dit. Si Laurent a vraiment été tué à cause de ça, si ce n'était pas un accident, alors nous courons des risques, je sais. » Il la regarda dans les yeux verts, avec une intensité qui lui fit sentir comme s'il voyait directement dans son âme. Mais quel genre d'homme serais-je si je restais silencieux en sachant tout cela? Quel genre de mari serais-je si je ne luttais pas pour la justice pour la femme que j'aime? Sophie sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. Il y avait quelque chose de terrible et en même temps d'émouvant dans l'idée d'enfin affronter le démon de son passé, de transformer des années de silence et de honte en quelque chose de productif, en lutte pour la justice non seulement pour elle, mais pour toutes les autres victimes. « Par où commençons-nous » demanda-t-elle, se surprenant elle-même par la fermeté de sa voix. Thomas sourit pour la première fois depuis qu'il était revenu de chez ses parents. C'était un sourire triste, mais plein d'amour et de fierté. « Nous commençons par parler aux victimes qui sont encore en vie. Laurent a laissé des adresses, des numéros de téléphone, des informations de contact. Certaines d'entre elles sont peut-être disposées à parler à nouveau, maintenant qu'elles savent qu'elles ne sont pas seules. » Ils passèrent le reste de l'après-midi à organiser les documents, à créer une chronologie des cas, à identifier les victimes qui pourraient être contactées. C'était un travail émotionnellement dévastateur. Chaque nouveau récit d'abus, chaque nouvelle preuve de dissimulation, chaque nouvelle mort ou disparition suspecte était comme un coup de poing dans l'estomac. Mais c'était aussi cathartique. Pour la première fois depuis des années, Sophie sentait que sa douleur avait un but, que son traumatisme pouvait être transformé en quelque chose d'utile pour d'autres personnes. Elle n'était plus seulement une victime réduite au silence, elle était une survivante avec une mission. Quand le soleil commença à se coucher derrière les montagnes de Provence, peignant le ciel de tons orangés qui se reflétaient dans les vignobles autour de la maison, ils avaient identifié 6 victimes encore en vie qui pourraient être contactées. Thomas appela la première. C'était une femme nommée Florence, maintenant âgée de 42 ans, mariée, vivant à Lyon. Quand Thomas se présenta comme le frère de Laurent et expliqua qu'il voulait poursuivre l'enquête du journaliste, décédé, il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. « Je pensais que vous aviez abandonné quand j'ai appris sa mort », dit finalement Florence, d'une voix fatiguée. « Je pensais que c'était un signe que je devais vraiment rester. » Silencieuse, comme je l'ai toujours fait. « Nous n'avons pas abandonné, » répondit Thomas. « Et vous n'avez pas besoin de rester silencieuse. Nous avons suffisamment de preuves maintenant. Nous avons d'autres victimes prêtes à parler. Vous n'êtes pas seule. » Florence accepta de les rencontrer le week-end suivant. « Mais pas dans ma ville, dit-elle. Je ne veux pas que mon mari et mes enfants soient impliqués dans cela. Ils ne savent rien de mon passé. » Ils convinrent de se rencontrer à Montpellier, dans un café discret du centre-ville. Thomas appela les 5 autres victimes et réussit à organiser des rendez-vous avec 3 d'entre elles. 2 avaient changé de numéro de téléphone et d'adresse, apparemment sans laisser de traces. Cette nuit-là, Sophie et Thomas firent l'amour pour la première fois depuis la révélation du traumatisme. Ce fut différent de la première fois, plus lent, plus attentionné, plein d'une nouvelle tendresse qui venait non seulement de la passion, mais de la complicité, de la sensation qu'ils étaient unis, non seulement par l'amour, mais par une cause commune. Ensuite, allongés enlacés dans le lit de la maison coloniale, écoutant le bruit des grillons et du vent dans les arbres, Sophie parla doucement dans l'obscurité. « J'ai peur, Thomas, peur de ce qui peut nous arriver si nous nous mêlons de ça. Mais j'ai encore plus peur de continuer à vivre en sachant qu'il est là, en train de faire la même chose. » À d'autres filles. « Nous serons prudents, promit-il, embrassant le sommet de sa tête. Nous ferons tout correctement, avec des avocats, avec des journalistes sérieux, avec une protection légale.
Mais tous deux s'avèrent que la prudence ne serait peut-être pas suffisante contre des adversaires qui s'étaient montrés disposés à tuer pour protéger leurs secrets. Le lundi suivant, ils retournèrent à Montpellier et s'installèrent dans un hôtel discret du quartier Saint-Roch. Thomas avait contacté un journaliste d'investigation du Midi Libre, un homme expérimenté nommé Richard Dupont, qui avait la réputation d'intégrité et de courage pour affronter des cas controversés. La rencontre eut lieu dans un snack ouvert 24 heures sur 24 de la rue Maguelone, à 10 heures du soir. Richard était un homme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux grisonnants, des lunettes de lecture suspendues autour du cou, avec l'apparence fatiguée de quelqu'un qui avait passé des décennies à déchiffrer les mensonges et corruptions de la société provençale. « J'ai connu votre frère », dit-il après que Thomas se fut présenté. Laurent était un garçon brillant, trop courageux pour son propre bien. Quand j'ai appris sa mort, j'ai soupçonné que ce n'était pas un accident. Il m'avait contacté quelques semaines auparavant, parlant d'un article explosif qu'il préparait. « Et pourquoi n'avez-vous pas travaillé ensemble ?» demanda Sophie. Richard fit un sourire amer. « Parce que mon rédacteur en chef a reçu un coup de téléphone. Un coup de téléphone très poli, très courtois, de quelqu'un très bien placé dans la hiérarchie de l'Église, expliquant que ce serait dommage si le journal publiait des calomnies infondées contre des hommes saints, que cela pourrait entraîner des procès pour diffamation, la perte d'annonceurs religieux, des problèmes avec la communauté catholique. « Et vous avez reculé ?» voulut savoir Thomas. « Mon rédacteur en chef a reculé, je n'avais pas le choix, mais quand Laurent est mort, j'ai su que j'avais perdu l'occasion de faire ce qui était juste. » Richard les regarda avec un intérêt renouvelé. « Si vous avez les preuves qu'il a collectées, si vous avez des victimes prêtes à parler officiellement, je peux essayer à nouveau. Mais cette fois, nous allons faire différemment. » Il expliqua qu'il avait contacté des collègues à Paris, des journalistes de médias plus importants, moins soumis à la pression locale. « Nous allons préparer un article coordonné, publié simultanément dans plusieurs journaux, avec des copies de sauvegarde sur des sites internationaux. Il sera impossible pour eux d'étouffer tout. » Dans les jours qui suivirent, Thomas et Sophie rencontrèrent les victimes qui avaient accepté de parler. Chaque rencontre était une expérience émotionnellement dévastatrice. Des femmes qui portaient depuis des décennies les mêmes traumatismes que Sophie, la même honte, la même peur, le même sentiment de culpabilité irrationnelle. Florence, la première qui accepta de parler, avait une histoire particulièrement choquante. Elle était tombée enceinte après l'un des abus, à 17 ans, et avait été forcée par les religieuses à donner l'enfant à l'adoption. Elles ont dit que c'était une punition de Dieu, raconta-t-elle en pleurant, que j'avais péché et que je devais payer en donnant mon fils à une vraie famille chrétienne. Anne-Marie, 38 ans, avait tenté de se suicider 3 fois après les abus. Elle avait passé des années internée dans des cliniques psychiatriques, diagnostiquée avec une dépression sévère et un trouble de la personnalité. Les médecins n'ont jamais posé de questions sur les abus, dit-elle. Ils traitaient seulement les symptômes, jamais la cause. Marie-Espérance, la plus âgée des victimes, 55 ans, était devenue alcoolique et avait perdu la garde de ses enfants. Elle vivait seule dans un petit appartement à Nîmes, soutenue par une pension d'invalidité. « Je savais que personne ne me croirait, » dit-elle. « Une femme alcoolique accusant un évêque. Qui prendrait ça au sérieux ?» Chaque histoire était une confirmation terrible du schéma découvert par Laurent. Père Auguste choisissait soigneusement ses victimes. Toujours des femmes en situation de vulnérabilité, sans réseau de soutien solide, désespérées d'orientation spirituelle ou simplement d'affection humaine. Il les isolait, gagnait leur confiance, puis abusait d'elles en utilisant leur propre foi comme arme contre elles. Et après, quand les abus prenaient fin, il y avait toujours la même réponse institutionnelle. Silence, déni, transfert de l'agresseur, discrédit des victimes. Une machine parfaite de dissimulation qui fonctionnait depuis des décennies, permettant à des prédateurs comme Père Auguste non seulement de continuer leurs crimes, mais d'être récompensés par des promotions et du prestige. Richard travailla intensivement avec le matériel collecté par Laurent et les nouveaux témoignages obtenus par Thomas et Sophie. Il vérifia chaque information, confirma chaque date, valida chaque document. L'article prenait forme, un texte dévastateur qui exposerait non seulement les crimes de Père Auguste, mais tout le réseau de dissimulation qui les avait rendus
Possible. Mais le jeudi de la 2e semaine d'enquête, quelque chose changea. Thomas sortait de l'hôtel quand il remarqua qu'il était suivi. C'était un homme en costume sombre, lunettes de soleil, qui gardait toujours la même distance, s'arrêtant quand il s'arrêtait, changeant de direction quand il changeait. Au début, Thomas pensa que c'était peut-être de la paranoïa, l'effet du stress et de la tension accumulée. Mais quand il arriva au parking où il avait laissé la voiture, il trouva les 4 pneus crevés et une note sur le pare-brise. Certaines vérités sont trop dangereuses pour être racontées. Il appela immédiatement Sophie, qui était à l'hôtel en train de transcrire l'un des entretiens enregistrés. « Sors de là maintenant, dit-il, essayant de garder une voix calme. « Prends nos affaires et va à la réception. Reste entouré de gens jusqu'à ce que j'arrive. » Quand Thomas arriva à l'hôtel en taxi, il trouva Sophie pâle et tremblante. À la réception, une petite valise à la main. « Quelqu'un a appelé la chambre, dit-elle. Une voix masculine, très polie. Il a dit que j'étais une femme trop belle pour mourir jeune, que je devrais convaincre mon mari d'arrêter de se mêler d'affaires qui ne nous concernaient pas. » Ils quittèrent l'hôtel et allèrent directement chez Richard, dans le quartier de Antigone. Le journaliste les accueillit avec l'expression sombre de quelqu'un qui attendait déjà cette visite. « Ils savent, dit-il, dès qu'ils entrèrent dans le salon. « Je ne sais pas comment, mais ils savent que nous enquêtons. J'ai reçu un appel téléphonique ce matin, très similaire à celui que votre femme a reçu. Quelqu'un de très bien informé sur notre enquête, qui connaissait des détails que seuls nous 3 savions. Quelqu'un nous surveille, dit Thomas, interceptant les téléphones suivant nos pas. Ou quelqu'un de très proche transmet des informations, suggéra Richard. Une des victimes que vous avez contactées a peut-être eu peur et en a parlé à quelqu'un de l'église, demandant des conseils sur ce qu'il fallait faire. Sophie s'assit lourdement sur le canapé du salon de Richard. « Alors c'est fini ? Nous allons devoir abandonner comme vos rédacteurs en chef ont abandonné il y a des années ?» Richard la regarda avec une expression qui mêlait admiration et inquiétude. « Pas nécessairement, mais nous allons devoir être plus intelligents, plus prudents et peut-être plus rapides que prévu. » Il alla dans son bureau et revint avec un dossier plein de documents. « L'article est prêt. 3000 mots, 6 témoignages détaillés, des documents qui prouvent les transferts suspects, une analyse du schéma de comportement. Tout est là. »« Et maintenant ?» demanda Thomas. « Maintenant, nous publions avant. Qu'ils ne puissent nous en empêcher. J'ai des contacts à Paris qui peuvent publier cela dès cette semaine, simultanément sur Internet et dans le journal imprimé. Une fois que ce sera public, il leur sera beaucoup plus difficile d'étouffer l'affaire. » Sophie regarda les 2 hommes et sentit un mélange de peur et d'exaltation. Après tant d'années de silence, finalement sa voix, la voix de toutes les victimes serait entendue, mais elle savait aussi qu'une fois qu'ils auraient franchi cette ligne, il n'y aurait plus de retour en arrière. « Tu es sûr que nous voulons faire ça ?» demanda-t-elle à Thomas. « Une fois que l'article sera publié, nos vies vont changer pour toujours. Nous serons exposés, jugés, peut-être menacés. Tu voudras encore être marié avec moi quand tout le monde connaîtra mon histoire ?» Thomas s'agenouilla devant elle, serra ses mains avec force et la regarda dans les yeux avec toute l'intensité de l'amour qu'il ressentait. « Sophie, je me suis marié avec toi pour qui tu es, pas malgré qui tu es. Ton histoire, ton traumatisme, ton courage, tout cela fait partie de la femme extraordinaire que j'aime. Et si publier cet article signifie que d'autres filles ne passeront pas par ce que tu as vécu, alors c'est ce que nous allons faire. » Richard observa la scène avec l'émotion contenue de quelqu'un qui reconnaît un moment historique quand il le voit. « Alors c'est décidé, dit-il. Je vais passer quelques coups de fil. L'article sort dimanche. » Mais aucun d'eux n'imaginait que, pendant qu'il prenait cette décision dans le salon de Richard, une voiture noire était garée de l'autre côté de la rue et qu'à l'intérieur, quelqu'un notait soigneusement chaque mouvement qu'il faisait, chaque mot qu'il pouvait entendre grâce à des équipements d'écoute sophistiqués. La guerre avait commencé, et l'ennemi avait plus de ressources, plus d'expérience et beaucoup moins de scrupules qu'il ne l'imaginait. L'article fut publié un dimanche matin qui changerait à jamais la vie de toutes les personnes impliquées. Richard avait travaillé jusqu'à 4 heures du matin pour faire les dernières révisions, vérifiant chaque virgule, chaque citation, chaque affirmation qui pourrait générer des procès pour diffamation. À 6 heures du matin, le texte était simultanément sur le site du Midi Libre, dans Le Monde en ligne,
et sur 3 blogs journalistiques indépendants à grande portée nationale. Le titre était simple et dévastateur. Le réseau du silence. Comment un évêque candidat au cardinalat a abusé sexuellement de dizaines de femmes pendant 3 décennies. Sophie et Thomas étaient éveillés depuis 5 heures, maintenant hébergés chez une cousine éloignée, de Thomas à Castelnau-le-Lay, une femme solidaire qui offrit un abri sans poser de questions. Ils suivirent la publication par téléphone portable, rechargeant obsessivement les pages, voyant le nombre de partages et de commentaires augmenter exponentiellement à chaque minute. À 7 heures du matin, le téléphone de Richard sonna pour la première fois. C'était l'attaché de presse de l'archidiocèse de Montpellier, avec une voix tendue et contrôlée, demandant une rencontre urgente pour clarifier certains malentendus graves publiés ce matin-là. À 8 heures, le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était un avocat de Paris représentant divers intérêts de l'Église catholique en France, informant qu'une action en diffamation serait déposée dès le lundi, avec une demande de dommages et intérêts de plusieurs millions d'euros. À 9 heures, ce fut au tour d'un homme qui s'identifia simplement comme ami de la famille Duval, d'appeler directement le téléphone portable de Thomas, un numéro qu'il n'avait donné qu'à des personnes très proches. La voix était polie, presque paternelle, mais portait une menace aussi claire qu'un poignard contre la gorge. « Thomas, mon fils, j'ai connu ton grand-père, ton père, j'ai suivi la croissance de ta famille. Ce serait une tragédie terrible. Si quelque chose t'arrivait à toi et à ta femme, à cause d'un malentendu, il est encore temps de résoudre cela de manière civilisée. Il suffit d'une rétractation publique, d'excuses, et tout peut revenir à la normale. »« Qui êtes-vous » demanda Thomas, mais la ligne avait déjà été coupée. L'impact de l'article fut immédiat et écrasant. À 10 heures du matin, le sujet était en tendance sur Twitter, avec des hashtags comme « Justice pour les victimes » et « Onze Églises du silence ». Des groupes de soutien aux victimes d'abus sexuels commencèrent à se mobiliser, offrant un soutien juridique et psychologique aux femmes qui avaient eu le courage de parler. Mais la réaction institutionnelle fut également rapide et brutale. À 11 heures, un communiqué officiel de la Conférence des évêques de France fut diffusé, qualifiant l'article d'attaque coordonnée et calomnieuse contre l'Église catholique, promettant toutes les mesures légales possibles et demandant aux fidèles de ne pas accorder crédit à des accusations sans fondement motivées par des intérêts obscurs. L'évêque Auguste Mercier, l'homme au centre des accusations, publia une déclaration par l'intermédiaire de son attaché de presse à Paris. Le texte était court, digne et absolument convaincant pour qui ne connaissait pas les coulisses de l'histoire. « Je regrette profondément que mon nom soit utilisé dans des accusations aussi graves et infondées. Tout au long de ma vie sacerdotale, je me suis consacré au service de Dieu et aux soins des âmes qui m'ont été confiés. Je fais confiance à la justice divine et humaine pour que la vérité prévale sur le mensonge et la calomnie. » La déclaration fut largement reproduite par les médias catholiques et par des politiciens conservateurs qui prirent la défense de l'évêque. Un sénateur influent alla jusqu'à suggérer que l'article faisait partie d'une campagne organisée pour déstabiliser l'Église catholique en France, insinuant l'implication de forces étrangères intéressées à affaiblir les valeurs chrétiennes de la société française. Sophie suivait tout cela avec un mélange d'exaltation et de terreur. D'un côté, enfin sa vérité était racontée. Enfin, d'autres femmes trouvèrent le courage de parler. De l'autre, elle se sentait exposée d'une façon qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Bien que Richard ait utilisé des initiales pour l'identifier dans l'article, il ne serait pas difficile pour qui voudrait découvrir sa véritable identité. Et les gens voulaient découvrir. Des journalistes de plusieurs médias appelèrent pendant la journée pour demander des interviews exclusives. Des producteurs d'émissions de télévision offrirent des sommes considérables pour qu'elle apparaisse dans les émissions racontant son histoire en détail. Des avocats spécialisés dans les affaires contre l'Église prirent contact pour offrir leurs services gratuitement. « Je n'arrive pas à croire que c'est en train d'arriver », dit-elle à Thomas en fin d'après-midi, alors qu'il regardait un magazine d'information à la télévision qui consacrait un reportage de 15 minutes à l'affaire. « Pendant tant d'années, j'ai cru que personne ne m'écouterait jamais, que personne ne me croirait jamais. »
Thomas tenait sa main pendant qu'il regardait des interviews d'experts en abus sexuels, discutant des schémas de comportement décrits dans l'article, des tactiques de manipulation utilisées par les prédateurs en position d'autorité, des difficultés rencontrées par les victimes pour dénoncer des cas impliquant des figures religieuses. « Tu as été très courageuse, dit-il, non seulement pour me parler, mais pour autoriser la publication de l'article en sachant les risques que nous courions. Mais les risques étaient plus grands qu'il ne l'imaginait. Le lundi matin, quand Thomas sortit pour acheter du pain à la boulangerie la plus proche de la maison où ils étaient hébergés, il trouva 2 hommes qui l'attendaient sur le trottoir. Ils étaient bien habillés, polis, avec l'attitude confiante, 2 personnes habituées à résoudre des problèmes compliqués pour des personnes importantes. « Monsieur Duval », dit le plus grand des 2, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux grisonnants et un costume impeccable. « Je m'appelle Maître Evangelista, je suis avocat. J'aimerais beaucoup discuter avec vous d'une façon de résoudre cette situation, désagréable d'une manière qui profite à toutes les parties concernées. »« Je n'ai rien à discuter avec vous, » répondit Thomas essayant de passer entre eux, mais le second homme fit un pas de côté, bloquant discrètement son chemin. « Je crois que si, monsieur Duval. Nous avons ici une proposition très généreuse. De nos clients, une somme substantielle d'argent, suffisante pour que vous et votre femme recommenciez la vie n'importe où dans le monde, loin de toute cette confusion. Tout ce que nous demandons en échange est une déclaration publique reconnaissant que les accusations étaient basées sur des malentendus, qu'il n'y avait pas d'intention de diffamer qui que ce soit, et que vous regrettez tout embarras causé. Et, si je refuse ?» Le sourire de Maître Evangelista ne changea pas, mais quelque chose de glacial passa derrière ses yeux. « Ce serait dommage, monsieur Duval, un grand malheur, parce que parfois, quand les gens insistent sur des chemins qui ne sont pas sains pour eux, ils finissent par trébucher. Des accidents arrivent, surtout sur les routes de montagne, n'est-ce pas, comme c'est arrivé à votre frère Laurent. » La mention du frère fut comme un coup de poing dans l'estomac de Thomas. C'était la confirmation définitive que Laurent n'était pas mort dans un accident, qu'il avait été assassiné pour être trop près de la vérité. Et c'était aussi un avertissement clair comme le jour. Continuez à vous mêler de ça, et vous aurez le même destin. « Je vais réfléchir à la proposition, » dit Thomas, forçant sa voix à rester calme. « Très bien. Vous avez jusqu'à mercredi pour décider. Ah, et monsieur Duval. » L'avocat lui remit une grosse enveloppe. « Voici quelques photographies que nos clients ont réussi à obtenir. Votre femme est vraiment une très belle femme. Ce serait dommage si quelque chose lui arrivait. » Aussi. Thomas prit l'enveloppe d'une main tremblante et vit qu'il s'agissait de photos de Sophie prises avec un téléobjectif ces derniers jours, sortant de l'hôtel, entrant chez Richard, marchant dans la rue. Des photos qui prouvaient qu'ils étaient constamment surveillés, que leur vie privée avait été complètement violée. Quand il revint à la maison, Sophie remarqua immédiatement que quelque chose s'était passé. Thomas était pâle, tendu, avec une expression qu'elle n'avait pas vue depuis les premiers jours après la révélation du traumatisme. « Ils nous ont menacés directement, dit-il, racontant la rencontre avec les avocats. Et ils ont confirmé que Laurent a été assassiné. » Sophie sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Une chose était de soupçonner qu'ils couraient des risques, une autre complètement différente était d'avoir la confirmation qu'ils avaient affaire à des personnes prêtes à tuer pour protéger leurs secrets. « Qu'allons-nous faire ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas. » Ils passèrent la journée en silence, chacun perdu dans ses propres pensées, essayant de traiter l'ampleur de ce qu'ils affrontaient. Ce n'était pas seulement une lutte pour la justice, c'était littéralement une question de vie ou de mort. Le soir, le téléphone de Richard sonna. C'était une femme âgée, à la voix tremblante mais déterminée, qui s'identifia comme sœur Bénédicte, la religieuse française, qui avait élevé Sophie à l'orphelinat. « J'ai lu l'article, dit-elle. Je l'ai lu et j'ai pleuré, parce que j'ai enfin compris beaucoup de choses qui se sont passées à cette époque et que je n'ai pas su interpréter à l'époque. Je dois parler à Sophie. J'ai des informations importantes sur cet homme terrible. » La rencontre fut fixée pour le lendemain, dans le presbytère de l'église du Rosaire à Saint-Michel, où sœur Bénédicte vivait maintenant après avoir pris sa retraite du travail à l'orphelinat. C'était un lieu public, sûr, où il serait difficilement dérangé. Sophie n'avait pas vu la religieuse depuis près de 5 ans,
depuis son diplôme universitaire. Sœur Bénédicte était plus âgée et plus fragile, mais ses yeux bleus gardaient toujours la même intelligence aiguisée et la même bonté dont Sophie se souvenait de son enfance. « Ma chère enfant, » dit la religieuse, embrassant Sophie avec force, « je suis désolée. Je suis désolée de ne pas avoir réalisé ce qui se passait, de ne pas t'avoir protégée quand tu en avais besoin. »« Vous ne saviez pas, » répondit Sophie. « Personne ne savait. Il était très prudent. Mais j'aurais dû soupçonner. Il y avait des signes, des choses étranges qui se sont produites à cette époque. » Sœur Bénédicte regarda Thomas avec gratitude. « Merci d'avoir donné à ma fille le courage de finalement dire la vérité. » Elle raconta qu'après le départ de Père Auguste, d'autres changements étranges s'étaient produits à l'orphelinat. 2 filles qui étaient proches de Sophie furent transférées soudainement dans d'autres institutions, sans explication claire. Des documents disparurent des archives. Et quelques mois plus tard, arriva un don anonyme, très généreux, qui permit la rénovation complète de l'orphelinat. « À l'époque, je pensais que c'était la providence divine, » dit la religieuse. « Mais maintenant, je comprends que c'était de l'argent sale, un paiement pour le silence. » Mais l'information la plus importante que sœur Bénédicte avait à donner concernait un journal que Sophie avait écrit pendant son adolescence. « Tu ne t'en souviens pas, ma fille. Mais après le départ de cet homme, tu as commencé à écrire obsessivement dans un petit cahier. Je pensais que c'était des prières, des réflexions spirituelles. Mais un jour, par hasard, j'ai lu quelques pages et j'ai vu que c'était des souvenirs, des descriptions détaillées de ce qui s'était passé. » Sophie fut choquée. Elle ne se souvenait pas d'avoir écrit un journal à cette époque. Sa mémoire des mois qui suivirent le départ de Père Auguste était floue, fragmentée, comme si son esprit avait délibérément effacé cette période traumatisante. « Qu'est-il arrivé au journal ?» demanda Thomas. « Je l'ai gardé, » répondit Sœur Bénédicte. « Je savais que c'était important, mais je ne comprenais pas exactement pourquoi. Je l'ai gardé avec d'autres affaires de Sophie, pensant que peut-être un jour elle voudrait les récupérer. » La religieuse alla dans sa chambre et revint avec une boîte à chaussures usée, attachée avec une ficelle décolorée. À l'intérieur, il y avait des photographies de l'enfance de Sophie, quelques dessins qu'elle avait faits quand elle était petite, et un cahier d'écolier à couverture bleue, aux pages jaunies par le temps. Sophie prit le cahier d'une main tremblante. C'était son écriture adolescente, mais elle ne se souvenait pas d'avoir écrit une seule ligne de ces pages. C'était comme si elle regardait le journal d'une étrangère, d'une fille qu'elle avait été, mais qu'elle ne pouvait plus accéder, dans sa mémoire. Les premières pages étaient datées de 3 mois après le départ de Père Auguste. L'écriture était enfantine, confuse, mais troublante de détails. Aujourd'hui, j'ai compris que ce que le Père Auguste me faisait n'était pas normal. Sœur Claire expliquait les péchés du corps, et j'ai compris que ce qu'il appelait des révélations sacrées étaient en réalité des péchés terribles. Mais alors pourquoi Dieu a-t-il laissé cela arriver? Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas protégé si j'étais aussi spécial qu'il le disait? Les pages suivantes étaient encore plus troublantes. L'adolescente Sophie avait enregistré chaque rencontre, chaque conversation, chaque contact, avec une précision photographique que seul un esprit traumatisé pouvait maintenir. Il y avait des dates, des heures, des lieux, même des transcriptions, de conversations complètes. « C'est une preuve », dit Thomas feuilletant les pages avec un soin révérencieux. « C'est un enregistrement contemporain, écrit à l'époque des faits. Juridiquement, c'est beaucoup plus fort que des témoignages donnés des années plus tard. » Mais il y avait quelque chose d'autre dans le journal qu'aucun d'eux n'était préparé à trouver. Dans les dernières pages, écrites apparemment à la fin de l'adolescence de Sophie, il y avait des notes sur d'autres filles de l'orphelinat. En parlant avec Hélène aujourd'hui, j'ai découvert qu'elle aussi avait des rencontres spéciales avec le Père Auguste. Et Caroline aussi. Nous étions 3. Il disait à chacune qu'elle était spéciale, qu'elle était la seule choisie. Mais nous étions 3. Peut-être étions-nous plus. Et puis à la dernière page écrite, une entrée qui fit glacer le sang de Sophie dans ses veines. Aujourd'hui, j'ai reçu une lettre pour moi. Elle n'avait pas d'expéditeur, mais je sais que c'est lui qui l'a envoyée. Elle disait qu'il m'observait, qu'il savait que je posais des questions, que je parlais avec les autres filles. Elle disait que les filles qui posaient trop de questions disparaissaient parfois, que parfois Dieu les appelait à lui plus tôt. J'ai peur. Je vais cacher ce cahier
et ne plus jamais parler de cela à personne. Le silence qui suivit la lecture fut lourd comme du plomb. C'était la preuve définitive que Père Auguste non seulement abusait de filles orphelines, mais les menaçait aussi quand elles montraient des signes de résistance ou qu'elles pourraient parler. « Combien de ces filles sont encore en vie ?» demanda Thomas. Sœur Bénédicte soupira profondément. « Hélène est morte dans un accident de voiture à 22 ans. Caroline s'est suicidée à 25 ans. Il y avait 3 autres filles qui ont également eu des rencontres spéciales avec lui, mais n'ont jamais parlé du sujet. L'une est devenue religieuse et est dans un couvent de clôture à Grenoble. Une autre s'est mariée et a déménagé aux États-Unis. La 3e, elle hésita, comme si les mots suivants étaient particulièrement difficiles à prononcer. La 3e a été retrouvée morte sur une route rurale, 2 ans après le départ de Père Auguste. Officiellement, cela a été classé comme un vol suivi de viol et de meurtre. Elle avait seulement 19 ans. Sophie sentit la nausée monter dans sa gorge. Ce n'étaient pas seulement des victimes d'abus sexuels, c'étaient des témoins potentiels qui avaient été systématiquement réduits au silence, certains par l'intimidation, d'autres par la mort. « Nous devons apporter cela à la police », dit Thomas. Ce journal, avec les informations sur les morts suspectes des autres filles, peut être suffisant pour ouvrir une enquête criminelle formelle. Mais sœur Bénédicte secoua tristement la tête. « Mon fils, penses-tu qu'en toutes ces années, personne n'a jamais essayé de dénoncer cet homme? Crois-tu que les familles de ces filles n'ont jamais posé de questions? Elles l'ont fait. Et toutes ont été orientées pour accepter les versions officielles, pour ne pas toucher à des sujets délicats, pour faire confiance à la justice divine. » « Et si elles ont insisté ?» demanda Sophie, bien qu'elle soupçonnât déjà la réponse. « Certaines ont eu des accidents, d'autres ont reçu des menaces. Une mère qui ne cessait de poser des questions sur la mort de sa fille a été internée dans une clinique psychiatrique, diagnostiquée avec dépression et idées suicidaires. Quand elle est sortie, 6 mois plus tard, elle ne parlait plus du sujet. C'était un schéma terrifiant de silence systématique qui s'étendait sur des décennies. Ce n'était pas seulement un prêtre abuseur protégé par l'institution. C'était une opération sophistiquée de dissimulation qui impliquait des autorités policières, des médecins, des avocats, un réseau de complices et de collaborateurs, disposés à tout pour garder les secrets enterrés. « Alors que faisons-nous » demanda Sophie. « Acceptons-nous la proposition des avocats, prenons-nous l'argent et disparaissons. Laissons-nous qu'il soit promu cardinal et continue à faire cela à d'autres filles. » Thomas la regarda avec une intensité qui lui rappela le premier jour où ils s'étaient rencontrés, dans la chapelle du domaine. « Nous faisons ce que Laurent aurait fait. Nous luttons, même en connaissant les risques, même en sachant que nous pourrions ne pas survivre, nous luttons. » Sœur Bénédicte les observa avec la sagesse de quelqu'un qui avait passé sa vie à prendre soin de personnes en situation difficile. « Si vous décidez de continuer, vous ne pouvez pas compter uniquement sur des journalistes et des avocats français. Vous avez besoin d'aide internationale, d'organisations qui sont hors de portée de l'influence de l'Église en France. » Elle avait raison. Richard avait mentionné des contacts dans des médias internationaux, des organisations de droits humains, qui se spécialisaient dans les cas d'abus sexuels dans les institutions religieuses. Il fallait rendre l'affaire trop grande, trop publique, trop internationale pour être étouffée par les structures locales de pouvoir. Quand ils sortirent du presbytère, c'était déjà la nuit. La ville historique de Saint-Michel était calme, avec ses rues pavées éclairées par des lampadaires anciens, qui créaient des ombres dansantes sur les façades coloniales. Ils marchèrent en silence jusqu'à la voiture, chacun perdu dans ses propres pensées. Sophie portait le journal contre sa poitrine, comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. La preuve que sa mémoire n'avait rien inventé, que tout s'était réellement passé comme elle s'en souvenait. « Thomas, dit-elle, quand ils arrivèrent à la voiture, si nous décidons de continuer avec ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Ils vont essayer de nous détruire de toutes les façons possibles. Notre vie ne sera plus jamais normale. » Il s'arrêta devant la porte du passager, prit son visage entre ses mains et l'embrassa avec une tendresse qui mêlait amour, protection et promesse que, quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble. « Sophie, dit-il quand ils se séparèrent, je ne me suis pas marié avec toi pour avoir une vie normale.
Je me suis marié avec toi parce que je t'aime exactement comme tu es, forte, courageuse, intègre. Si lutter pour la justice fait partie de qui tu es, alors c'est ce que nous allons faire. » Cette nuit-là, hébergés dans un petit hôtel du centre historique de Saint-Michel, ils firent l'amour avec une intensité désespérée, comme si c'était la dernière fois, comme s'ils voulaient graver dans leur mémoire chaque caresse, chaque baiser, chaque moment d'intimité avant que le monde autour d'eux n'explose définitivement. Et le lendemain matin, quand ils se réveillèrent enlacés entre les draps blancs, avec le soleil de la montagne entrant par les fenêtres coloniales, Sophie dit « Continuons, pour Laurent, pour les autres filles qui sont mortes, et pour toutes celles qui peuvent encore être sauvées. » Thomas sourit et embrassa son front. « Alors, nous devrons être plus intelligents qu'eux, et beaucoup plus courageux. » Mais aucun des deux n'imagina que, pendant qu'ils prenaient cette décision historique, 3 voitures noires étaient déjà stationnées dans les rues autour de l'hôtel, et que des hommes armés attendaient seulement les instructions finales pour agir. Le téléphone de la chambre sonna à 5h30 du matin, coupant le silence de l'aube comme une lame acérée. Thomas se réveilla instantanément, avec cette sensation viscérale de danger que les instincts primitifs reconnaissent avant même que l'esprit rationnel ne comprenne ce qui se passe. Sophie se réveilla à côté de lui, les yeux encore confus, de sommeil mais déjà alerte à la tension qui émanait du corps de son mari. « Ne répondez pas », murmura une voix masculine de l'autre côté de la ligne quand Thomas prit le téléphone. C'était Richard, mais il y avait quelque chose d'étrange dans son ton, une urgence contrôlée qui fit accélérer le cœur de Thomas. « Sortez de là maintenant, par la fenêtre arrière si possible. Il y a des hommes à la réception, d'autres dans la rue. Vous avez au maximum 5 minutes. » La ligne fut coupée avant que Thomas ne puisse poser la moindre question. Il regarda Sophie et vit dans ses yeux verts la même peur qu'il ressentait dans sa propre poitrine, mais aussi quelque chose de plus, une détermination de fer qu'il apprenait à reconnaître et à admirer chez la femme qu'il aimait. « Ils sont venus nous chercher, dit-il, sautant déjà du lit et commençant à enfiler les vêtements éparpillés sur le sol. » Sophie ne perdit pas de temps en questions ou en lamentations. Elle rangea rapidement le journal dans un petit sac, mit les vêtements les plus pratiques qu'elle avait, et en moins de 3 minutes, elle était prête à fuir. Des années de vie à l'orphelinat lui avaient appris à être toujours prête, pour des changements brusques, à partir sans préavis, à n'emporter que l'essentiel. L'hôtel où ils étaient logés était une maison coloniale du XVIIIe siècle, adaptée pour le tourisme. Les chambres avaient de hautes fenêtres, avec des grilles en fer forgé qui donnaient sur une cour intérieure, entourée d'un mur bas. De l'autre côté du mur, il y avait un terrain vague qui descendait vers le centre historique de la ville. Thomas ouvrit soigneusement la fenêtre et regarda dehors. La cour était sombre, silencieuse, apparemment vide. Mais quelque chose n'allait pas dans le silence excessif du matin. Même les oiseaux ne chantèrent pas, comme si la nature elle-même percevait que quelque chose de dangereux se passait. « Tu peux descendre ?» demanda-t-il à Sophie, évaluant la distance entre la fenêtre et le sol de la cour. « Je peux », répondit-elle avec une confiance qui le surprit. À l'orphelinat, s'échapper par les chambres était presque un sport. Thomas descendit en premier, se suspendant à l'appui de la fenêtre et se laissant tomber dans la cour avec le moins de bruit possible. Sophie le suivit avec une agilité qui révélait une pratique antérieure de ce type de manœuvre. Ils traversèrent la cour en silence, escaladèrent le mur bas et se retrouvèrent dans le terrain vague de l'autre côté. C'est alors qu'ils entendirent les voix. « Chambre vide », dit quelqu'un avec un accent parisien. « Mais les lits sont chauds, ils sont partis il y a peu. »« Vérifie l'arrière », répondit une autre voix, celle-ci avec autorité, « et préviens les autres, ils ne peuvent pas être allés loin. » Thomas et Sophie s'accroupirent derrière un mur, de pierre couvert de végétation, essayant de contrôler leur respiration, tandis qu'ils entendaient des pas lourds circuler autour de l'hôtel. Ils étaient au moins 4 hommes, peut-être plus, les cherchant systématiquement. « Nous devons quitter la ville », murmura Thomas. « Ils vont bloquer les routes principales, mais je connais des sentiers, de montagnes qui donnent accès à l'autoroute. » Ils commencèrent à descendre le terrain vague, utilisant les ombres des maisons coloniales comme couverture. Saint-Michel se réveillait lentement. Quelques fenêtres commençaient à s'allumer.
Les premiers commerçants ouvraient leurs magasins. Des touristes matinaux photographiaient les églises historiques sous la lumière dorée du lever du soleil. La normalité de la ville contrastait drastiquement avec la terreur que Sophie et Thomas ressentaient. C'était surréaliste de marcher dans les rues pavées où ils s'étaient promenés romantiquement la veille, maintenant en fuyant des hommes qui avaient probablement l'ordre de les tuer. Quand ils arrivèrent sur la place centrale, ils virent 2 voitures noires stationnées stratégiquement aux sorties principales de la ville. Des hommes en costume sombre conversaient au téléphone, coordonnant clairement la recherche. Il était évident qu'ils ne pourraient pas utiliser les routes conventionnelles. « Par ici, dit Thomas, guidant Sophie par une ruelle étroite qui montait vers la zone rurale. Il y a un sentier ancien que les muletiers utilisaient au XVIIIe siècle pour transporter l'or. Il donne accès à l'autoroute, mais du côté opposé de la ville. » La marche fut épuisante. Le sentier était mal entretenu, couvert de végétation, dense, avec des pierres détachées et des trous qui rendaient chaque pas dangereux. Sophie, bien que n'étant pas habituée à ce type d'exercice physique, maintint le rythme sans se plaindre, motivée par l'adrénaline et la certitude que leur vie dépendait de cette fuite. Après 2 heures de marche, quand ils étaient déjà assez loin de la ville pour se sentir relativement en sécurité, ils s'arrêtèrent pour se reposer, à l'ombre d'un arbre centenaire. C'est alors que le téléphone portable de Thomas sonna. « Vous allez bien ?» C'était Richard, la voix chargée d'inquiétude. « Pour l'instant, oui. Comment avez-vous su qu'il venait ?»« J'ai un contact dans la police nationale de Saint-Michel. Il m'a appelé au milieu de la nuit en disant qu'il avait reçu un ordre étrange. De ne pas répondre aux incidents dans la région du centre historique entre 5 et 7 heures du matin. Quand il a insisté pour savoir pourquoi, on lui a conseillé de ne pas poser de questions et de ne rien voir de ce qui pourrait se passer pendant cette période. C'était la confirmation que l'opération contre eux avait un soutien officiel, que la corruption s'étendait même aux forces de police locales. Il n'y avait pas d'autorité en qui avoir confiance, aucune institution qui pourrait offrir une protection. « Où êtes-vous maintenant ?» demanda Richard. Thomas décrivit l'emplacement approximatif. « Mais nous ne pouvons pas rester ici longtemps. Ils vont étendre la recherche aux zones rurales. »« Écoutez bien, » dit Richard, la voix prenant un ton d'urgence contrôlé. « J'ai obtenu un contact avec une journaliste de la BBC qui est en France pour faire une série d'articles sur les abus sexuels dans les institutions religieuses en Amérique latine. Elle veut vous rencontrer, mais cela doit être aujourd'hui, pendant que nous avons encore du temps. »« Où ? » ?»« À Montpellier. Il y a un vol de British Airways partant à 11 heures du soir pour Londres. Si nous réussissons à vous mettre dans cet avion, avec la journaliste comme témoin, il devient beaucoup plus difficile pour eux de faire quoi que ce soit. » C'était une proposition risquée, mais peut-être la seule chance qu'ils avaient. Rester en France signifiait vivre constamment en fuite, s'attendant à ce qu'à tout moment quelqu'un apparaisse pour les faire taire définitivement. Aller à l'étranger avec la protection de la presse internationale pourrait leur donner la sécurité nécessaire pour continuer à lutter. « Comment arrivons-nous à Montpellier sans être détectés ?» demanda Thomas. « J'ai une camionnette. Je vais vous chercher à l'entrée de l'autoroute, à la station-service du kilomètre 95. Je serai là à 2 heures de l'après-midi. » Ils reprirent la marche, maintenant avec une destination définie et un espoir renouvelé. Le sentier devint moins escarpé à mesure qu'ils s'approchèrent de l'autoroute, mais le soleil était de plus en plus fort et Sophie commençait à montrer des signes d'épuisement. « Tu veux t'arrêter pour te reposer ?»« Ah !» demanda Thomas, remarquant qu'elle respirait avec difficulté. « Non, nous ne pouvons pas nous arrêter. S'ils nous attrapent maintenant. » Elle ne termina pas la phrase, mais tous deux savaient ce qui était impliqué. Il n'y aurait pas de seconde chance, pas d'autres opportunités de raconter la vérité. Quand ils atteignirent finalement l'autoroute, il était presque midi. La station-service était à quelques kilomètres plus loin, mais ils ne pouvaient pas risquer de marcher au bord de la route où ils seraient facilement repérés par n'importe quelle voiture qui passerait. Ils se cachèrent dans un bois à côté de l'autoroute et attendirent. Le temps s'écoulait comme de la mélasse. Chaque minute semblait durer 1 heure. Des voitures passaient constamment, certaines d'entre elles des voitures noires aux vitres teintées qui faisaient battre le cœur des deux, pensant que cela pourrait être les hommes qui les cherchaient. À 2 heures précises,
Ils virent la camionnette de Richard s'approcher. C'était un véhicule commercial ordinaire, sans rien qui attire l'attention, parfait pour passer inaperçu. Ils coururent du bois jusqu'à la route et montèrent rapidement dans le véhicule. Richard n'était pas seul. Il y avait une femme blonde, d'âge moyen sur le siège passager, avec un accent britannique évident et un enregistreur numérique à la main. C'était Sarah Thompson, correspondante de la BBC spécialisée dans les enquêtes sur la corruption et l'abus de pouvoir dans les institutions religieuses. « Je suis désolée pour ce que vous traversez », dit-elle tandis que Richard conduisait, en direction de Montpellier. « Mais je veux que vous sachiez que votre histoire est déjà racontée internationalement. Nous avons des partenaires dans plusieurs pays qui préparent des articles coordonnés pour une publication simultanée. » Pendant les 2 heures de voyage jusqu'à la capitale régionale, Sophie raconta toute son histoire à nouveau, cette fois enregistrée pour une audience internationale. C'était émotionnellement dévastateur de revivre chaque détail du traumatisme, mais c'était aussi libérateur de savoir que finalement, sa voix serait entendue au-delà des frontières de la France, dans des endroits où l'influence de l'Église catholique française ne pourrait pas atteindre. Sarah posa des questions précises, professionnelles, mais fit également preuve d'une empathie authentique qui aida Sophie à se sentir à l'aise pour parler des aspects les plus difficiles de son expérience. La journaliste avait interviewé des centaines de victimes d'abus sexuels au cours de sa carrière, savait comment mener la conversation de manière à obtenir des informations importantes sans retraumatiser la personne qui parlait. « Le schéma est toujours le même », commenta Sarah après avoir entendu l'histoire complète. Des prédateurs en position d'autorité religieuse utilisent la foi des victimes comme une arme contre elles, et les institutions religieuses réagissent toujours de la même façon. Elles protègent le prédateur, réduisent les victimes au silence, transfèrent le problème au lieu de le résoudre. Quand ils arrivèrent à Montpellier, le plan était simple, s'installer dans un hôtel près de l'aéroport, terminer l'interview et embarquer dans le vol nocturne pour Londres. Mais alors qu'ils approchèrent de l'hôtel, le téléphone portable de Richard sonna à nouveau. C'était son contact dans la police de Saint-Michel avec des informations alarmantes. « Richard, ils viennent d'arrêter Sarah Thompson à l'hôtel, où vous étiez logé. L'accusation officielle est possession de drogue, mais c'est évidemment un coup monté. Et il y a plus. Il y a un mandat d'arrêt contre Thomas et Sophie pour diffamation et faux témoignages. » La situation s'était complètement détériorée. Non seulement ils étaient poursuivis par des assassins, mais ils étaient maintenant des criminels recherchés par la justice. C'était la confirmation que la corruption s'étendait jusqu'au plus haut niveau du système judiciaire. « Nous devons quitter le pays aujourd'hui, » dit Père Jean. « J'ai des contacts en Suisse, des personnes qui peuvent vous aider à traverser la frontière sans documentation officielle. » C'était une proposition désespérée, mais peut-être la seule alternative qui restait. Rester en France signifiait une arrestation certaine, et en prison, ils seraient des cibles faciles pour être définitivement réduits au silence. « Et vous ?» demanda Sophie. « Si vous nous aidez à fuir, vous serez poursuivis aussi. » Père Jean sourit avec une sérénité qui rappelait celle des saints peints dans les fresques qu'elle restaurait. « Ma sœur, certaines luttes valent tous les sacrifices, et celle-ci en est une. » Cette nuit-là, alors qu'ils se préparaient pour une fuite qui pourrait être la dernière chance qu'ils auraient de survivre, Sophie et Thomas s'embrassèrent dans un coin silencieux du campus universitaire. La ville de Montpellier s'étendait autour d'eux, avec ses lumières clignotant comme des étoiles terrestres, indifférentes au drame qui se déroulait dans ces rues. « Quand tout cela a commencé, » dit Sophie, la voix basse pour ne pas être entendue par les autres, « je voulais seulement justice pour moi. Maintenant, je réalise que c'est beaucoup plus grand que cela. » « C'est une lutte qui va continuer même après que nous soyons partis d'ici, » répondit Thomas. « D'autres personnes devront prendre le relais, mais au moins nous avons réussi à faire le premier pas. » Ils firent l'amour cette nuit-là dans une salle vide de l'université pendant que les Alliés montèrent la garde à l'extérieur. Ce fut un moment d'intimité volé au milieu du chaos, un rappel que, aussi bouleversé que soit le monde autour d'eux, l'amour qu'ils ressentaient l'un pour l'autre restait intact, incassable. Quand l'aube arriva, il était temps de partir. Une voiture avec des plaques suisses les attendait sur le parking, conduite par un homme qui se présenta simplement comme
Michel, et promit de les emmener jusqu'à la frontière par des chemins qui n'apparaissèrent sur aucune carte. Avant de monter dans la voiture, Sophie fit ses adieux aux prêtres et religieuses qui avaient risqué tout pour les aider. C'était un adieu chargé d'émotion et de gratitude, mais aussi de peur pour ce qui pourrait arriver à ces personnes courageuses après leur départ. « Prenez soin de vous, dit-elle à Père Jean, et continuez à lutter. »« Toujours, répondit-il. Et vous, quand vous serez en sécurité, ne cessez pas de raconter la vérité. Le monde a besoin de l'entendre. » La voiture partit tôt le matin, emmenant Sophie et Thomas loin de tout ce qu'ils connaissaient, vers un avenir incertain dans un pays étranger. Mais pour la première fois depuis des semaines, ils se sentaient pleins d'espoir. La vérité avait été dite, le silence avait été brisé, et bien qu'ils puissent fuir comme des criminels, ils savaient qu'ils étaient, en réalité, les héros d'une lutte qui ne faisait que commencer. Tandis que Montpellier disparaissait dans le rétroviseur, Sophie tint la main de Thomas et pensa à la fille de 15 ans qui avait été abusée dans un orphelinat lointain. Cette fille avait grandi, trouvé l'amour, trouvé le courage, et finalement trouvé sa voix. Et maintenant cette voix résonnerait dans le monde entier, portant avec elle la promesse que d'autres filles ne passeraient pas par le même silence, qu'elle avait supporté pendant tant d'années. Le soleil se levait derrière les montagnes de Provence, peignant le ciel de tons dorés qui semblaient une bénédiction divine sur leur fuite. C'était le début d'un nouveau jour, d'une nouvelle vie, d'un nouvel espoir. Mais c'était aussi seulement le début d'un voyage qui testerait toutes les limites de l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. La frontière entre la France et la Suisse n'avait jamais semblé aussi distante que pendant ces 8 heures de voyage par des routes rurales qui n'apparaissaient sur aucune carte. Michel, le passeur qui les conduisait, connaissait chaque sentier, chaque poste de contrôle, chaque garde qui pouvait être soudoyé ou évité. C'était un homme de peu de mots, qui fumait constamment et conduisait avec la concentration absolue de quelqu'un qui savait qu'une seule décision erronée pourrait coûter la vie de tous dans la voiture. Sophie et Thomas voyagèrent la plupart du temps en silence, enlacés sur la banquette arrière, chacun perdu dans ses propres pensées sur tout ce qu'ils avaient laissé derrière eux. Leur famille, leurs amis, leur carrière, leur vie entière avaient été abandonnés en quelques jours. C'était comme s'ils étaient morts pour le monde qu'ils connaissaient et renaissaient quelque part d'indéfini de l'autre côté de la frontière. Quand ils traversèrent finalement le territoire suisse, par un pont improvisé sur un ruisseau qui n'avait même pas de nom sur les cartes officielles, Sophie commença à pleurer. Non pas de tristesse, mais d'un soulagement si intense qu'il se manifesta physiquement, comme si tous les muscles de son corps pouvaient enfin se détendre après des semaines de tension constante. « Nous avons réussi », murmura-t-elle à l'oreille de Thomas. « Nous sommes vivants. Nous avons réussi. » Il l'embrassa avec une tendresse désespérée, comme s'il voulait graver dans sa mémoire le goût de ses lèvres, le parfum de ses cheveux, la sensation de l'avoir en sécurité dans ses bras. « Nous avons réussi, mon amour. » Mais ce n'est pas encore fini. Michel les conduisit jusqu'à une petite ville près de Genève où ils avaient des contacts qui pourraient les aider à régulariser leur situation en tant que réfugiés politiques. C'était une ville frontalière typique, avec des rues de terre, des maisons simples, un rythme de vie plus lent qui contrastait dramatiquement avec la vie urbaine à laquelle ils étaient habitués en Provence. La maison où ils furent hébergés appartenait à une famille d'immigrants libanais arrivés en Suisse des décennies plus tôt, fuyant les persécutions religieuses au Moyen-Orient. Madame Fatima et son mari Ibrahim accueillirent Sophie et Thomas avec l'hospitalité naturelle de ceux qui connaissaient la signification de chercher refuge loin de la patrie. « Restez aussi longtemps que nécessaire, » dit Madame Fatima, préparant une chambre simple mais propre à l'arrière de la maison. « Nous savons ce que c'est que de fuir des personnes qui utilisent la foi pour faire le mal. » Ce fut là, dans cette humble maison d'une ville dont ils n'avaient jamais entendu parler, que Sophie et Thomas assistèrent au déroulement de l'histoire qu'ils avaient contribué à déclencher. Père Jean avait réussi à maintenir le contact via un téléphone crypté, les informant des développements en France. L'arrestation de Sarah Thompson de la BBC avait été une erreur stratégique des adversaires. La détention d'une journaliste britannique dans des circonstances clairement fabriquées attira l'attention de la presse internationale,
qui commença à enquêter plus profondément sur l'affaire. En 48 heures, des reporters de plusieurs pays étaient à Montpellier, posant des questions gênantes sur la corruption policière et la dissimulation de crimes. Le Vatican, sous la pression de la résonance internationale, annonça qu'il enverrait un enquêteur spécial pour évaluer les graves accusations portées contre un membre de la hiérarchie ecclésiastique française. C'était une façon diplomatiquement élégante d'abandonner évêque Auguste à son propre sort. Mais le coup décisif vint d'où on l'attendait le moins. Une des femmes que Sophie et Thomas avaient interviewées, Marie-Espérance, l'alcoolique, qui vivait seule à Nîmes, décida de briser des décennies de silence et chercha spontanément la police nationale pour raconter son histoire. Son témoignage fut dévastateur. Contrairement aux autres cas, qui dépendaient principalement des souvenirs traumatiques des victimes, Marie-Espérance avait gardé des preuves physiques de l'abus. Des lettres que Père Auguste lui avait écrites dans les années suivantes, essayant de la maintenir silencieuse par des menaces voilées déguisées en orientation spirituelle. Des photographies qu'il avait lui-même prises pendant les abus, comme forme de chantage émotionnel. « J'ai tout gardé pendant 40 ans, dit-elle dans une conférence de presse qui fut transmise en direct par Internet. Parce que je savais qu'un jour la vérité apparaîtrait. Et quand j'ai lu sur le courage de cette fille Sophie, j'ai su que c'était mon heure de parler aussi. » À partir du témoignage de Marie-Espérance, l'enquête de la police nationale s'étendit rapidement. Des dizaines d'autres cas furent révélés. Un réseau de dissimulation qui s'étendait sur plusieurs diocèses fut exposé et des procureurs fédéraux commencèrent à préparer des accusations criminelles contre plusieurs membres de la hiérarchie ecclésiastique. Évêque Auguste tenta de résister initialement. Il publia une note affirmant qu'il était victime d'une campagne orchestrée de diffamation et qu'il faisait confiance à la justice pour clarifier la vérité des faits. Mais quand la police nationale présenta les preuves physiques obtenues par Marie-Espérance, sa version commença à s'effondrer. C'est alors que se produisit quelque chose qui surprit même les enquêteurs les plus expérimentés. Confronté à des preuves irréfutables, évêque Auguste non seulement confessa ses crimes, mais offrit de collaborer avec les autorités pour exposer tout le réseau de dissimulation en échange d'une réduction de peine. La confession fut filmée et diffusée intégralement sur Internet. C'était un homme de 72 ans, visiblement abattu, admettant des décennies d'abus sexuels contre des mineurs et des femmes vulnérables. Mais plus important que la confession individuelle furent les noms qu'il révéla, des supérieurs hiérarchiques qui connaissaient les cas, des avocats qui avaient aidé à faire taire les victimes, des politiciens qui avaient reçu des faveurs qu'en échange de protection. Pendant 40 ans, dit-il dans l'enregistrement, j'ai utilisé ma position pour satisfaire des impulsions malsaines. Et pendant 40 ans, l'institution qui aurait dû me punir m'a protégé, m'a promu, m'a récompensé, parce qu'il était plus commode de cacher la vérité que de l'affronter. La répercussion de la confession fut dévastatrice pour l'Église catholique en France. Des fidèles abandonnèrent les messes en signe de protestation, les dons s'effondrèrent, les vocations religieuses atteignirent le niveau le plus bas de l'histoire. Mais paradoxalement, ce fut aussi libérateur pour de nombreuses victimes qui se sentirent enfin validées et entendues. Dans les mois qui suivirent, plus de 200 personnes contactèrent les autorités pour signaler des cas d'abus sexuels commis par des membres du clergé français. C'était comme si le courage de Sophie et des autres femmes qui avaient parlé en premier avait créé une vague de libération collective. L'impact international fut également significatif. Le pape François émit une déclaration publique demandant pardon aux victimes et promettant des réformes structurelles pour prévenir de nouveaux cas. Des organisations internationales de droits humains commencèrent à surveiller de plus près les actions de l'Église catholique en France. Mais, pour Sophie et Thomas, suivant tout cela de loin dans l'exil volontaire en 1957 Suisse, ce qui importait le plus était de savoir que leur voix avait été entendue, que leur sacrifice avait servi à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ils passèrent 6 mois dans la maison de Madame Fatima et Ibrahim, temps suffisant pour que la situation politique en France se stabilise et pour qu'ils puissent obtenir des documents de réfugiés politiques qui leur garantiraient une protection internationale. Pendant cette période, leur relation s'approfondit de façon qu'ils n'avaient pas expérimentée auparavant. Loin des pressions, des menaces, des obligations sociales,
Ils purent se redécouvrir en tant que personne et en tant que couple. Sophie recommença à peindre, non pas des fresques religieuses, mais des paysages, des portraits, des abstractions, qui exprimaient des sentiments qu'elle n'avait jamais réussi à verbaliser. Thomas, quant à lui, commença à écrire. D'abord de simples notes personnelles sur tout ce qu'ils avaient vécu, puis un livre complet racontant leur histoire et celle de toutes les femmes qui avaient eu le courage de parler. Le livre serait publié simultanément en français, en anglais et en allemand, tous les revenus étant reversés à des organisations de soutien aux victimes d'abus sexuels. Ce fut durant cette période de reconstruction que Sophie réalisa que sa relation avec la foi avait complètement changé. Elle n'avait pas perdu sa spiritualité, mais s'était libérée des structures institutionnelles qui l'emprisonnaient. Elle commença à voir Dieu non pas dans les hiérarchies ecclésiastiques, mais dans la bonté de personnes comme Madame Fatima, dans le courage de Père Jean, dans sa propre force pour survivre et lutter. « Je crois que j'ai finalement compris ce qu'est la vraie foi », dit-elle à Thomas un soir où il se promenait sur la place centrale de Genève, observant les familles locales qui conversaient et jouaient sous les arbres centenaires. « Comment ça ? La vraie foi n'est pas l'obéissance aveugle aux institutions humaines. C'est le courage de faire ce qui est juste, même quand cela coûte tout ce que l'on a. C'est croire qu'il existe quelque chose de plus grand qui nous unit tous, quelque chose qui transcende les méchancetés que les hommes font au nom de Dieu. » Thomas sourit et l'embrassa sous la lumière jaunâtre des vieux lampadaires de la place. « Tu es la personne la plus sage que je connaisse. »« Je ne suis pas sage. J'ai simplement appris dans la douleur à distinguer entre la vérité et le mensonge. » Au 8e mois d'exil, ils reçurent un appel qui changerait encore une fois le cours de leur vie. C'était un avocat français spécialisé en droits humains, les informant que la situation politique avait suffisamment changé pour qu'ils puissent retourner en France sans risque de persécution. « Les personnes qui vous menaçaient sont emprisonnées ou sous enquête, » expliqua l'avocat. « Et vous êtes considérés comme des héros nationaux par une bonne partie de la société civile. Il y a des universités qui offrent des chaires, des maisons d'édition intéressées à publier votre histoire, des ONG qui veulent vous engager comme consultant. C'était tentant. Mais après des mois de paix et de simplicité en Suisse, l'idée de revenir à l'exposition publique ne semblait pas attrayante. Ils avaient à trouver quelque chose de précieux dans cet exil, une vie qui était vraiment leur loin des projecteurs, des pressions, des attentes. « Et si nous restions ici ?» suggéra Sophie un soir où ils discutaient de la possibilité du retour. « Et si nous construisions une nouvelle vie, loin de tout ça ?» Thomas considéra la proposition. Il y avait de la beauté dans l'idée de recommencer complètement, de devenir des personnes différentes de celles qu'ils étaient avant. Mais il y avait aussi une responsabilité qui pesait sur eux. « Nous avons encore du travail à faire, » dit-il finalement. « Notre lutte a servi à exposer la vérité, mais le vrai changement prendra des générations. Si nous retournons, nous pouvons aider à garantir que d'autres enfants ne passeront pas par ce que tu as vécu. » C'était une décision difficile, mais ils optèrent finalement pour retourner en France, mais pas en Provence. Ils choisirent Nice, une ville où ils pourraient recommencer sans le poids des souvenirs, où Sophie pourrait ouvrir un atelier de restauration et Thomas pourrait travailler dans l'architecture durable. Le retour fut plus émouvant qu'ils ne l'avaient prévu. À l'aéroport de Nice, ils furent accueillis par des dizaines de personnes, des victimes d'abus qui avaient trouvé le courage de parler après leur histoire, des familles de personnes qui avaient été réduites au silence, des activistes, des droits humains, des journalistes qui voulaient continuer à couvrir le développement de l'affaire. Parmi les personnes qui les attendaient se trouvait Père Jean, qui avait été transféré à une paroisse à Nice après que sa participation à l'exposition du réseau de dissimulation fut devenue publique. « Bienvenue de retour, dit-il, embrassant les deux avec émotion. Vous avez une idée de l'impact que vous avez eu ? Des centaines de cas ont été exposés, des dizaines de criminels ont été arrêtés, toute une structure de corruption a été démantelée. Et les victimes ? Demanda Sophie. Comment vont-elles ? Beaucoup luttent encore, guérissent encore, mais toutes savent qu'elles ne sont pas seules, que leur voix compte, que la vérité peut vaincre le mensonge. Dans les mois qui suivirent, Sophie et Thomas s'installèrent dans leur nouvelle vie à Nice. Ils achetèrent une petite maison dans le vieux quartier, près de la mer, où ils pouvaient se réveiller tous les jours au bruit des vagues. Sophie ouvrit son atelier dans l'une des rues les plus charmantes de la ville, se spécialisant dans la restauration d'art historique,
mais offrant aussi des cours aux jeunes intéressés par la préservation culturelle. Thomas commença à travailler sur des projets d'architecture durable pour des communautés défavorisées, appliquant ses connaissances techniques à des causes sociales. C'était une façon d'utiliser ses privilèges de classe pour aider des personnes qui n'avaient jamais eu les opportunités qu'il avait eues. Mais le plus important était qu'ils pouvaient enfin vivre leur histoire d'amour sans les pressions et traumatismes qui les avaient hantés depuis le début. Pour la première fois, ils firent des projets pour l'avenir, des voyages qu'ils voulaient faire, des livres qu'ils voulaient écrire, peut-être même des enfants qu'ils voulaient avoir. 1 an après le retour, par un après-midi d'été où ils marchaient le long de la promenade des Anglais, Thomas s'arrêta soudainement et s'agenouilla sur le sable de la plage. « Sophie, dit-il, sortant de sa poche une simple bague en or qui avait appartenu à sa grand-mère, « je sais que nous sommes déjà mariés, mais je veux me marier avec toi à nouveau. Non pas en fuyant quoi que ce soit, non pas en nous cachant de qui que ce soit, mais en célébrant tout ce que nous avons traversé ensemble et tout ce que nous allons encore vivre. » Elle commença à pleurer, de joie, d'émotion, de gratitude, d'avoir trouvé un homme qui l'aimait non pas malgré ses traumatismes, mais en incluant ceux-ci comme faisant partie de l'histoire qui les avait rendus ce qu'ils étaient. « Oui, dit-elle, le laissant mettre la bague à son doigt. « Oui, je veux me marier avec toi tous les jours pour le reste de ma vie. » Le second mariage eut lieu sur la plage de Nice, avec seulement quelques amis proches présents. Père Jean officia la cérémonie, qui fut simple, émouvante, pleine de signification. Il n'y avait pas de photographe, pas de presse, pas de drame, seulement 2 personnes qui s'aimaient, promettant de construire ensemble un avenir basé sur la vérité, le courage et l'amour. Lorsqu'ils échangèrent les alliances, Sophie regarda dans les yeux de Thomas et y vit tout ce dont elle avait rêvé quand elle était une petite orpheline: protection, respect, complicité, passion. Il la regarda et vit la femme la plus courageuse qu'il connaissait, quelqu'un qui avait transformé sa douleur en force, son traumatisme en lutte pour la justice. « Je t'aime, dit-il. C'est pour qui tu as été, et pour qui tu deviendras encore. Et je t'aime, répondit-elle, pour m'avoir appris que le véritable amour ne sauve personne. Il renforce les gens pour qu'ils se sauvent eux-mêmes. » La fête fut petite, mais joyeuse, avec de la musique en direct, des danses sur le sable, et des histoires racontées sur comment ils s'étaient rencontrés, comment ils étaient tombés amoureux, comment ils avaient lutté ensemble contre des forces qui semblaient insurmontables. Quand le soleil se coucha sur la mer Méditerranée, peignant le ciel de tons dorés et rosés, Sophie et Thomas marchèrent, main dans la main, le long de la plage, planifiant la lune de miel qu'ils pourraient enfin avoir en paix. « Où veux-tu aller » demanda-t-il. « Peu importe, » répondit-elle en souriant, « tant que c'est avec toi. » Et là, sur cette plage française, sous les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel nocturne, ils comprirent qu'ils avaient gagné. Non seulement contre les ennemis externes, qui avaient essayé de les réduire au silence, mais contre les démons intérieurs qui menaçaient de détruire leur capacité à aimer et à faire confiance. Le véritable amour, découvrirent-ils, n'était pas ce qui les avait sauvés, c'était ce qui était resté, ferme, constant, incassable, même quand tout autour d'eux saignait. 5 ans plus tard, Sophie donna naissance à une petite fille qu'ils baptisèrent Espérance, en hommage à Marie Espérance, la femme courageuse, qui avait donné le coup final au réseau de dissimulation avec son témoignage. L'enfant grandit en écoutant des histoires sur le courage, la justice et l'importance de toujours dire la vérité, même quand cela coûte cher. Thomas écrivit 3 livres sur leur expérience, tous des best-sellers qui furent traduits en plusieurs langues. Les revenus des livres financèrent la création d'une fondation qui offre un soutien juridique et psychologique gratuit aux victimes d'abus sexuels dans les institutions religieuses. Sophie devint l'une des restauratrices les plus respectées du sud de la France, mais aussi une conférencière recherchée pour parler de traumatisme, de guérison et d'autonomisation féminine. Son histoire inspira des documentaires, des pièces de théâtre, même une série télévisée qui fut diffusée aux heures de grande écoute. Mais le plus important était qu'ils avaient construit une vie heureuse, basée sur l'amour authentique et la vérité partagée. Pas une vie parfaite, il y avait encore des jours difficiles,
des cauchemars occasionnels, des moments où le passé revenait comme une vague inattendue. Mais c'était une vie réelle, honnête, pleine de sens. Dans leurs conversations intimes, quand leur fille était déjà endormie et qu'ils restaient enlacés sur la terrasse de la maison à observer la mer, ils parlèrent parfois de comment tout avait commencé dans cette vieille chapelle du domaine en Provence. « Tu regrettes quelque chose ?» demanda Thomas lors d'une de ces nuits. « Rien, » répondit Sophie sans hésiter. « Pas même la douleur, parce que c'est elle qui m'a appris à valoriser le bonheur que nous avons maintenant. Et moi je ne regrette qu'une seule chose, dit-il, embrassant le sommet de sa tête. Quoi donc? De ne pas t'avoir connu avant, de ne pas avoir été là pour te protéger quand tu en avais besoin. » Sophie se retourna dans ses bras et le regarda avec ce sourire dont il était tombé amoureux dès le premier jour. « Mais tu étais là. Peut-être pas physiquement, mais tu étais là. Chaque fois que je rêvais d'un amour véritable, chaque fois que j'imaginais comment ce serait d'être vraiment aimé, je rêvais de toi. » Et là, sur cette terrasse d'une simple maison dans une ville qui les avait accueillis à bras ouverts, entourés par le bruit doux des vagues et le parfum des jasmins que Sophie cultivait dans le jardin, ils comprirent la vérité la plus importante de toutes. Le véritable amour n'était pas ce qui les avait sauvés des circonstances terribles qu'ils avaient affrontées. Le véritable amour était ce qui était resté, constant, grandissant, transformateur, à travers toutes ces circonstances. C'était ce qui avait commencé dans une chapelle silencieuse parmi d'anciennes fresques, avait résisté au pire traumatisme que deux personnes peuvent affronter, avait survécu à la persécution, à l'exil, à la peur. Et c'était ce qui continuerait, jour après jour, année après année. C'est une histoire d'amour qui n'avait plus besoin de fin dramatique, parce qu'elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux. Un recommencement quotidien, un choix renouvelé chaque matin de continuer à aimer et à construire ensemble, une vie qui valait la peine d'être vécue. Quand les étoiles apparurent complètement dans le ciel de Nice ce soir-là, Sophie et Thomas entrèrent dans la maison main dans la main, comme ils le faisaient toutes les nuits depuis des années, comme ils le feraient à toutes les nuits qu'ils avaient encore devant eux. L'amour avait vaincu, non pas de façon épique ou cinématographique, mais de la seule façon qui compte vraiment. Un jour à la fois, un choix à la fois, un moment de bonheur conquis sur chaque moment de douleur qu'ils avaient affronté ensemble. Et ainsi, dans le calme d'une maison où une famille dormait en sécurité et heureuse, se terminait une histoire d'amour qui avait commencé dans l'ombre et fini dans la lumière, qui était née dans le silence et avait fleuri dans la vérité, qui avait résisté à tout et était restée intacte, non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était vraie.